Alors j'enregistre ça comme préalable à ce cours. J'ai pour le montage évidemment enlevé toutes les interventions des élèves de façon à quand même préserver un peu la privacy. Ça serait quand même un comble. Du coup, vous avez là une version condensée qui ne sont guère que mes interventions dans le cours. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre ami Twitter. Et donc, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, outre le fait que, sincèrement, si... Enfin, je vous ai prévenu la dernière fois, quoi. C'est assez dérangeant ce qu'a révélé Twitter dans les Twitter Files. Et ça demande quand même d'être ouvert d'esprit. Enfin, ça demande d'être ouvert d'esprit pour des gens qui habituellement sont situés dans le camp des gens qui sont ouverts d'esprit. Donc, c'est très compliqué. Et ça fait partie des multiples pièges, on va dire, que tend de façon presque quotidienne en ce moment Elon Musk à la Terre entière. Et Elon Musk est un personnage extrêmement complexe, qui a à la fois des côtés fondamentalement positifs et des côtés affreusement dark. On va essayer de faire un peu le tour là-dedans, et puis surtout, je compte sur vous pour poser des questions, et pour que ça soit vraiment, vraiment interactif. Je vous avais donné une liste de lecture. J'espère que vous avez été pioché là-dedans pour aller repérer différents trucs, vous poser différentes questions, vous heurter à différentes convictions, parce que Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par, je ne sais plus laquelle d'entre vous, il y avait un groupe de 3 filles, si mes sourires sont bons, qui avait fait un cours, il n'y a pas longtemps, sur les Twitter Files, avec une dimension Wikipédia, qui est vraiment, à mon avis, la meilleure introduction possible à tous ceux dont on va parler dans les 2 heures qui viennent. Et qui, moi-même, a été, parce que j'ai fait une expérience similaire avec les Twitter Files, en travaillant justement sur ce cours. Et je vous avoue que j'ai eu le même choc, probablement plus grand encore que vous, parce que Wikipédia, vu votre âge, vous êtes dans les toutes premières interactions avec Wikipédia. Moi, ça fait un bout de temps que j'interagis avec Wikipédia. Quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis à peu près l'âge que vous avez, hein, depuis plus de 20 ans. Me heurter à cette dimension de la Wikipédia, je vous avoue que j'étais pas prêt. Alors, là, qui était dans ce fameux cours Wikipédia Twitter Files? Alors, racontez-nous, je fais juste l'introduction. Vous avez bossé avec un prof sur les Twitter Files, et l'un des objectifs pédagogiques du cours, ce qui est un grand classique, hein, j'ai fait ça je ne sais combien de fois, c'est à partir d'un travail où on a assemblé des connaissances et on les a triées, on les a vérifiées, on les a structurées, et ben on fait une fiche Wikipédia, ce qui est une façon assez fantastique de découvrir Wikipédia, de regarder de près à la façon dont c'est géré, gouverné, de mettre les mains dans le cambouis, et puis très pragmatiquement pour des vieux de l'internet dans mon genre, de recruter des gens qui vont contribuer à alimenter ce qui est l'une des plus belles réalisations du web depuis que le web est arrivé au début des années 90. Et donc on fait ça, les profs dans mon genre, on fait ça depuis 25 ans, facile. Et là, pour la première fois, je rencontre une expérience de ce type qui se passe mal. Et qui se passe mal et qui pointe les limites du système, et je te laisse raconter. Donc une tactique qui consiste à refuser la possibilité d'ouvrir une nouvelle page, de forcer la fusion de la nouvelle page que tu aurais bien voulu mettre en place, enfin que tu as commencé à ouvrir, avec une autre page, et ensuite de minimiser le contenu initial à 3 fois rien dans la page avec laquelle tu as fusionné. Et alors j'ai été regardé, hein, très concrètement, il n'y a pas d'intervention extérieure, il s'agit de la communauté Wikipédia en tant que communauté Wikipédia qui a fait ça, de son plein gré, en tant que dynamique, hein. Alors Wikipédia, je vous incite à aller voir les règles de gouvernance, elles sont à la fois très simples et très solides, et elles permettent effectivement une dérive comme n'importe quelle règle de gouvernance. À partir du moment où il y a une majorité qui est pour une dérive, ça ne bloque pas une démocratie, hein. On est magnifiquement bien placé en France pour s'en rendre compte. Euh, moi, je vais vous raconter, il m'est arrivé une histoire, alors qui n'est pas du tout similaire, mais qui procède de la même technique de fusionner pour noyer. En 2011, j'ai eu un rôle assez actif dans le printemps arabe,
j'ai noué des relations assez étroites avec beaucoup de gens en Tunisie, dont plusieurs personnes issues de la haute fonction publique, qui m'ont fait parvenir les documents qui liaient le gouvernement de Ben Ali avec la société Microsoft. Et il se trouve que la société Microsoft aidait de façon très active la cyberpolice de Ben Ali à lutter contre son opposition politique. Alors aujourd'hui, ça paraît totalement banal comme histoire. À l'époque, c'était potentiellement un vrai gros scandale. Et je me suis heurté, alors d'une part, à une presse qui ne voulait pas se passer des budgets de Microsoft pour la publicité, et ce, à un niveau international. Hein. À l'époque, j'étais rédac-chef d'un truc qui, était qui s'appelait Read Wide Web, et qui était la partie tech du New York Times. Et je m'occupais de la partie francophone. Donc c'était une grosse révélation sur la presse internationale, qui très clairement, à une ou deux exceptions près, préférait récupérer des budgets publicitaires de Microsoft, qui évidemment les avait avertis qu'il valait mieux pas déconner, que de révéler la collusion entre une dictature et Microsoft. Et puis, avec mes petits camarades, dont beaucoup étaient des piliers de Wikipédia, on a fait une page dédiée à l'affaire Microsoft en Tunisie. Et pendant un bout de temps, 4-5 ans, je n'ai plus le chiffre en tête, l'affaire Microsoft avait sa propre page, avec notamment des explications techniques, parce que c'est une chose de dire ça, mais c'est une autre chose de l'expliquer auprès de Tecos, qui détaillait très précisément comment, pourquoi et à quelle fin Microsoft avait collaboré avec le gouvernement tunisien. Et puis au bout de quelques années, il y a probablement une officine du type de celle dont on a parlé la semaine dernière, qui a fait exactement la même chose. Fusion dans la page Microsoft, dans la rubrique polémique, réduction de la polémique à quelques lignes, et puis au prétexte qu'effectivement il n'y avait guère que 3 médias qui en avaient parlé, c'était pas une vraie information, donc effacement progressif de tout ça au fur et à mesure des versions de la page. Alors là, la différence, c'est qu'il s'agit très clairement d'une officine. On n'a pas encore repéré laquelle, mais bon, vous êtes conscient maintenant que des officines comme ça, vous en avez aux quatre coins de la rue. Et que la technique pour noyer le poisson était rigoureusement la même que celle que tu me décris. La vraie différence, c'est que là, il n'y a absolument pas d'officine. C'est vraiment la communauté, c'est vraiment des bénévoles, c'est des gens qui ont consacré une partie importante de leur vie à amasser du savoir pour constituer un bien commun, qui sont à l'origine de ce qu'il faut bien appeler une censure, des Twitter Files dans Wikipédia. À mon sens, c'est la limite d'une encyclopédie qui est nécessairement progressiste, qui se heurte à quelque chose qui n'est pas agréable à entendre pour des progressistes, et on a atteint la limite. Je l'ai rencontré une autre fois en préparant ce cours, parce que j'utilise Wikipédia au quotidien, enfin ça fait partie des outils au même titre que Google qui servent typiquement pour créer un cours. Hein. Et il a fallu que je me fasse une idée précise d'une théorie conspi qu'évoquent les Twitter Files, qui sont les Golden Shower. Vous avez tous entendu parler de la Golden Shower de Donald Trump, j'imagine. Et vous vous êtes tous fait une idée à un moment mental de la Golden Shower de Donald Trump, parce que c'est trop tentant. Donald Trump à poil dans une chambre d'hôtel d'un palace à Moscou avec des putes. Enfin, qui ne s'est pas fait une idée de à quoi ça a bien pu ressembler, avec un petit sourire en coin. On est tous passés par là, et c'est pour ça que ça a marché. Et l'arme cognitive, elle est là, elle est précisément là. C'est qu'on a tous envie de voir Donald Trump là-dedans. On rêve tous du moment où ça pourrait fuiter sur Pornhub ou un truc comme ça. Et tout ça est totalement bidon, et tout ça est une gigantesque théorie conspi, bien plus sophistiquée, hein, ça va bien plus loin que le Golden Shower, c'est la complicité de Donald Trump avec les Russes pour pirater la campagne, avec Wikipédia au milieu. Enfin, il y a une histoire très complexe, très construite, qui s'est avérée être un tissu de mensonges dont les Twitter Files nous révèlent que ça a été fomenté par Hillary Clinton, qui a préparé la bombe puante avant les élections présidentielles américaines de 2017, et qui l'a balancé par petits morceaux avant et après l'élection de Donald Trump pour causer du tort à son opposant politique. C'est un grand classique dans la politique, hein, vraiment un grand classique. Le truc, c'est qu'en général, ce genre de grand classique, d'une part, ne met pas 3 ans pour être débunké, parce que ça a mis 3 ans pour être débunké, parce qu'en général, la presse s'active un peu plus. Et d'autre part, une fois que c'est débunké, on est tous au courant. Or là, l'une des dimensions les plus amusantes de cette théorie conspi,
qui ont fait une vraie théorie conspi au même titre que toutes les autres théories conspi, c'est que la plupart des gens ne savent pas que c'est une théorie conspi et continuent à la propager gentiment. C'est assez dingue. Il n'y a évidemment pas eu de sondage de fait, mais si on faisait un sondage, vous pouvez être certain que vous avez une très large partie des gens qui s'identifient au clan progressiste ou démocrate aux États-Unis et qui sont toujours persuadés qu'effectivement il y a eu collusion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qu'effectivement Vladimir Poutine tenait Donald Trump, passez-moi l'expression, par les couilles avec une golden shower, et que c'est comme ça que Poutine s'était inséré dans la vie politique américaine. Ce qu'il a fait, hein, par ailleurs. Tout ça est une théorie conspi, et donc on se rabat sur Wikipédia, et on se dit que quelques années après qu'elle ait été débunkée, qu'elle ait été reconnue comme étant fausse par, excusez du peu, le département de la justice américaine, hein, vraiment des autorités qui ont vraiment enquêté, qui ont mis les moyens, le FBI, eh ben dans Wikipédia, c'est pas très clair. C'est pas très très clair. Si vous lisez les différentes fiches qui traitent sous différents angles de cette théorie conspi, parce que là, pour le coup, il y a 25 angles différents dans Wikipédia, hein, elle a été traitée en long, en large et en travers, et puis avec le temps, elles se sont complétées, puis le moment du debunking est arrivé, eh ben, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu mention de ce debunking dans Wikipédia, et il faut vraiment lire entre les lignes des fiches Wikipédia pour s'apercevoir que ce dont parle la fiche est une théorie conspi, n'est pas vrai, a été nié aussi bien par les gens qui ont été victimes de la conspiration que par les autorités qui ont été plus ou moins en charge, et qu'on peut, si on n'est pas tout à fait au courant, lire ces fiches Wikipédia et être toujours persuadé que c'est une réalité, même si elle n'est pas tout à fait claire. Il en est de même pour, pour toute l'affaire du fils Biden, on va revenir sur cette dimension-là des Twitter Files par la suite, mais effectivement, la première chose choquante, en tout cas pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, l'une des choses les plus choquantes, ça a été de me prendre dans la gueule le fait que, bah ouais, Wikipédia, il y a des limites, mais en même temps, il vaut mieux s'en apercevoir trop tard que jamais, et que les Twitter Files illustrent merveilleusement bien cette limite. Et illustrent merveilleusement bien une autre limite que vous avez peut-être entreaperçue dans la presse française, c'est que ça n'a pas été traité par la presse française. Il y a quelques articles à droite à gauche. Le plus exhaustif doit faire 2 feuillets, c'est celui de Check News de Libération, et c'est une fake news. Et très clairement, il est dans une négation de la réalité des faits, une minimisation de la réalité des faits, et vous allez voir que, j'espère que vous allez voir parce que c'est quand même assez complexe à traiter, mais que en fait c'est presque un piège tendu à la presse, parce que nier la réalité des Twitter Files, c'est nier le point qui, d'un point de vue légal, est sans doute le plus important, qui est le fameux shadow ban. Le shadow ban, c'est le système de modération algorithmique que Twitter a révélé, qui est un truc absolument incroyable, et qui est quelque chose qui n'est absolument pas exclusif à Twitter. Tous les réseaux sociaux pratiquent ça. Instagram, Facebook, peut-être TikTok. TikTok, je ne sais pas, mais tous les réseaux sociaux américains pratiquent le shadow ban, et on va revenir sur précisément ce que c'est. Et le problème, c'est que c'était plus ou moins secret. C'était pas le secret défense le mieux gardé de la Terre, hein, parce que objectivement, il y avait facilement 5 à 6 000 employés chez Twitter qui utilisaient ça au quotidien, donc on peut difficilement garder un secret avec 6 000 employés qui habitent en plus quasiment tous dans la Silicon Valley. C'était un secret de polichinelle. Dans la Silicon Valley, tout le monde était au courant, mais toujours est-il qu'à la Commission et au Parlement européen, personne ne l'était. Ce qui fait que nos gentils législateurs nous ont pondu une très belle loi qui encadre, entre autres, les réseaux sociaux, qui est le fameux DSA, et qui interdit la gouvernance algorithmique des contenus et la modération algorithmique. Et donc, très concrètement, qui interdit le shadowban, explicitement. Ce qui fait que quand quand Musk a révélé le shadowban, il a foutu absolument tout le monde dans la merde. Et c'est pour ça que vous avez une formule premium de Twitter, hein, c'est parce que il va falloir multiplier les flux de revenus pour Twitter pour rentrer dans le cash flow positif, hein, parce que c'est une boîte qui n'a jamais gagné de l'argent. Mais pour ce qui est de Facebook, qui s'est mis aussi au compte premium certifié, et Instagram qui s'est mis aussi au compte premium certifié, il va falloir engager une quantité d'êtres humains pour faire de la modération absolument astronomique. Et pour ça, il va falloir dégager des revenus complémentaires. Et sans
le shadow ban, ils savent pas très bien comment ils vont faire. Donc la première solution, c'est avoir des revenus complémentaires. Mais leur intention, c'était clairement de passer outre et continuer avec ce secret du shadow ban, qui, vous allez le voir, quand on regarde comment il a été utilisé, a rangé quand même beaucoup de monde. Alors, à partir de là, plutôt que de vous faire un cours magistral et de dérouler les différentes dimensions, bah, j'ai envie de vous entendre et de vous voir réagir sur les différents points que je vous avais donnés à lire la semaine dernière, et de m'expliquer ce que vous avez découvert, ce que vous n'avez pas compris, les choses dont vous n'avez pas forcément bien saisi la portée, et les choses qui vous ont marqué. C'est pas la même génération que toi. Il y a de bonnes chances que toi, tu aies été sensibilisé dans ta vie à, grosso modo, ce qu'on appelle l'hygiène informatique. Et je te félicite pour le fait de blinder en mot de passe. Hein. C'est totalement indispensable. Il n'y a pas besoin d'être le fils du vice-président des États-Unis pour faire ça. C'est quelque chose que tout un chacun d'entre nous devrait faire et devrait apprendre à faire parce que c'est pas si évident que ça, l'hygiène informatique. Ça vous évitera beaucoup de soucis à l'avenir. Ça évitera beaucoup de soucis aux entreprises qui vont vous employer. Et c'est vraiment quelque chose à faire, mais c'est pas quelque chose que le fils de Biden a fait, mais pas du tout. Alors il y a différentes hypothèses. La première, la plus tentante, c'est que c'est un gros abruti. La seconde, c'est que c'est quand même un camé de la pire espèce, hein, et que ça facilite pas non plus la connexion entre les neurones, surtout le crack. Euh, et la troisième, c'est une approche bassement technique, qui consiste à dire que tu t'en fous. Tu t'en fous parce que sur ce disque dur du fils Biden, il y a deux types d'informations. Il y a tout un tas de photos de cul, de documents perso, de choses, de machins, sur lesquels avoir une certitude est très complexe et demande une expertise, et surtout demande non seulement une expertise, mais d'avoir le disque dur dans les mains. Et donc tu l'auras jamais. Tu vas être dépendant d'une information de seconde main, soit à travers un journaliste, et c'est vraiment pas fiable quand ça te parle de technique, un journaliste. Hein. C'est-à-dire que les journalistes qui seraient capables de faire un audit informatique du disque dur du fils Biden et de te retranscrire, il y en a, mais pas beaucoup. La plupart vont te raconter une autre histoire et la plupart vont pas vraiment comprendre le problème. Et puis il y a un autre type d'information qu'on trouvait sur ce disque dur, c'est ses emails. Ses correspondances avec papa, avec des businessmen, avec des putes, avec plein de trucs. Et là, les emails, c'est plus gênant. Parce que ces emails, on est certain que c'est un compte email qu'il utilisait. Il était plus ou moins public. Et ils ont ce qu'on appelle une signature cryptographique. C'est-à-dire qu'ils ont une méthode cryptographique qui permet de les authentifier. Ce qui fait que n'importe qui, avec un minimum d'expertise en cyber, était capable, dès les premières minutes, d'affirmer de façon scientifique que pour le reste du disque dur, on ne savait pas, mais pour les emails, ils étaient authentiques. Il n'y avait pas l'ombre d'une possibilité d'un doute. Et c'est pas la première fois qu'on a des fuites d'emails avec des signatures cryptographiques qui permettent de faire ce genre d'affirmation. Hein. Il y en a des milliers. Enfin, c'est un grand classique. Donc là-dessus, il y avait un critère scientifique indiscutable qui permettait, dès les premiers moments où le disque dur a circulé, et il a circulé des mois et des mois et des mois avant l'affaire Joe Biden, hein, on pouvait être totalement affirmatif sur les emails. Les photos de cul, tout le reste, pas forcément. Mais pour les emails, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, et les emails montraient d'ores et déjà qu'il y avait une collusion avec des oligarques ukrainiens, autour d'acteurs majeurs de l'énergie en Ukraine, qui avaient des collusions similaires avec des oligarques chinois, et que très concrètement, vu le mode de vie du Gus, ce qu'on achetait chez Hunter Biden, c'était la connexion avec le père, c'était pas le savoir-faire de Hunter Biden. Et effectivement, ce genre d'information en plein milieu, voire sur la fin d'une campagne électorale, était très clairement en mesure de renverser les résultats dans les urnes et d'éliminer Joe Biden de la présidentielle américaine. Mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu parce que, pour la faire court, il y a eu une espèce de consortium de pseudo-experts qui a annoncé, et de pseudo-experts, pas n'importe qui, hein, des agences, des experts du renseignement, qui ont tous annoncé que tout ça n'était qu'une manipulation fomentée par les Russes, destinée à déstabiliser la campagne, ce qui a amené à peu près de façon concomitante aussi bien Twitter que Facebook à censurer
l'article qui révélait l'affaire au grand public du New Yorker. Oui, c'était le New Yorker. Et au final, ben, dans les 15 jours qui restaient jusqu'à l'élection, cette affaire n'a pas vraiment pesé dans l'opinion publique. C'est très problématique parce que, bah, évidemment, dans les jours qui ont suivi l'élection, il a bien fallu se rendre compte, en tout cas dans le petit milieu des experts qui sont capables de faire ce qu'on appelle du forensic sur ce genre de disque dur, que tout ça était bien authentique. La presse a là aussi joué un numéro d'équilibriste, enfin la presse qui n'était pas la presse américaine conservatrice, hein, c'est-à-dire la presse progressiste américaine et la quasi-totalité de la presse française, ont fait des tours de passe-passe en expliquant que non, il n'y avait rien de nouveau et qu'on savait ça depuis belle lurette. Et c'est vrai que si on remonte un peu dans l'histoire du fils de Joe Biden, on trouve des articles de presse, pas beaucoup, mais on trouve quelques articles de presse qui datent de 9 mois, même 1 an avant l'élection, et qui expliquaient quand même que le fils de Joe Biden avait des relations un peu cheloues avec des oligarques ukrainiens et des oligarques chinois, et que c'était pas très propre, et il y avait une investigation en cours. Et puis c'est vrai que le disque dur avait fait le tour du quartier, le tour de tous les bureaux au sein du Parti républicain et de tout un tas de gens dans la presse, des mois avant qu'il ait été révélé au grand public. Donc il aurait pu être révélé 6 mois avant l'élection plutôt qu'être révélé 15 jours avant l'élection. Il y avait clairement une instrumentalisation du disque dur de Hunter Biden pour impacter sur l'élection, mais ça, c'est le jeu de la presse. Sortir un scoop pile au moment d'une élection, c'est l'affaire Fillon. Vous doutez bien que l'affaire Fillon, le fait qu'il se fasse payer ses costumes ou que sa femme était financée par les deniers publics, on le savait depuis très 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 longtemps. C'est sorti au bon moment, de façon à favoriser un autre candidat. Ça, c'est le jeu de la politique. Ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien d'illégal. Mais ça a été suffisant pour écarter le laptop de Biden. Et c'est toujours suffisant. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, poser publiquement la question des relations entre la famille Biden et les oligarques ukrainiens, le poids que ça a eu dans la marche du monde, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un léger problème en Ukraine, et que les États-Unis, dirigés par Biden, sont totalement moteurs là-dedans, et que ça a des impacts géopolitiques bien au-delà de l'Ukraine, et que cette guerre actuelle des États-Unis est en train de complètement redessiner la géopolitique de la planète, contrairement aux précédentes guerres américaines, eh ben on n'est toujours pas en mesure de poser la question d'une éventuelle collusion entre Biden et tout un tas de gens qui ont des intérêts en Ukraine ou éventuellement la Chine. Ce qui est fascinant, hein, c'est vraiment une espèce de censure qui n'en est pas une, parce qu'il n'y a pas non plus une autorité qui est l'ORTF et qui impose à la presse progressiste de parler d'un sujet ou de ne pas parler d'un autre. Mais toujours est-il que ce sont des questions qui, pour l'instant, bah, mériteraient des enquêtes journalistiques. J'allais dire, mériteraient des enquêtes judiciaires. Les enquêtes judiciaires, elles ont lieu aux États-Unis, elles avancent, hein. Simplement, c'est le temps de la justice. Mais le temps de la presse et le temps de l'investigation journalistique, bah, il est contingenté à la presse républicaine, qui, aux États-Unis comme en France, on ne va pas se le cacher, est d'une qualité plus que médiocre dès qu'il s'agit de faire des investigations, hein. Les États-Unis sont à peu près dans la même situation là-dessus que la France, c'est-à-dire que les vrais organes d'investigation sérieux, avec des journalistes d'investigation costauds, rigoureux, qui font leur taf et qui prennent le temps de le faire, vous le trouvez dans le clan progressiste. Vous allez le trouver au Washington Post, tout comme, et je ne compare pas le Washington Post avec Mediapart, mais vous allez le trouver chez Mediapart en France, vous n'allez pas le trouver chez Valeurs Actuelles, et vous n'allez pas le trouver chez Fox News. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'investigation. Pour ainsi dire, d'un point de vue journalistique, il n'y a absolument rien qui ressemble à une vraie investigation de presse telle qu'on est en droit de l'attendre de Mediapart ou du Washington Post. C'est très gênant. Qu'est-ce qu'on aborde maintenant? Quel est l'autre élément sorti d'Hunter Biden et de ses conneries, et des photos qui étaient quand même comiques? Quel est l'autre élément qui vous a choqué dans les différentes révélations des Twitter Files? Écoute, j'ai pas vraiment la réponse. Je pense qu'il y a une réponse à trouver dans chaque pays. Je pense pas que la réponse pour l'Italie est la même que la réponse pour la France, que la réponse pour l'Espagne, que la réponse pour la Corée. Pour ce qui est de la France,
Déjà, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il n'y a pas eu un coup de fil d'une autorité qui a appelé les salles de rédaction en disant vous fermez vos gueules sur ce sujet. Ça n'existe pas en France, c'est du fantasme pur. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un esprit extrêmement corporatiste au sein des journalistes, dont l'essentiel appartient à un camp qu'on va appeler, pour simplifier les choses, le camp progressiste. Il y a un autre camp, hein, ça vous aura pas échappé, qui a CNews, et que des gens comme Sonia Mabrouk ne font pas partie de ce camp-là, mais il est extrêmement mineur, et puis en termes de capacité d'investigation, c'est plus que ridicule. Sonia Mabrouk et investigation, ça fait 2 ou 3. Alors que Élise Lucet et investigation, ça sonne déjà plus sérieux. Mais ça appartient à un camp, qui est le camp progressiste, et qui a quand même vu là-dedans le fait que, ok, il s'était passé quelque chose de sale, mais que c'était le prix à payer, fermer les yeux, c'était le prix à payer pour ne pas avoir Donald Trump à la tête des États-Unis. Et individuellement et collectivement, il n'y a pas vraiment une coordination, j'insiste, hein, ils ont pris la décision qu'ils allaient fermer les yeux là-dessus. Certes, c'était pas beau. Quand je discute, je connais plein de journalistes, hein, quand on discute en tête-à-tête, en one-to-one avec eux, ils sont tous conscients qu'il y a eu un truc dégueulasse. Mais entre deux trucs dégueulasses, c'est-à-dire Donald Trump élu et une élection truquée, quand je dis truquée, hein, c'est pas dans les urnes, hein, c'est truqué dans l'espace informationnel, et ben ils ont préféré une élection truquée. Et c'est dérangeant. C'est très très dérangeant. Et c'est de plus en plus courant. Et le problème, c'est qu'ils ont posé une chape de plomb, pas seulement sur l'affaire Hunter Biden, mais sur les Twitter Files. Et je pense, et alors là c'est de la pure conspiration de ma part, hein, je pense que le fait d'avoir démarré les Twitter Files avec l'affaire Hunter Biden était une tactique pour que la presse traite le reste des Twitter Files de la même façon que l'affaire Hunter Biden. Parce qu'au fil des révélations, le nombre de choses à étouffer est devenu tellement colossal que la presse progressiste s'est enfermée dans un rôle qui est celui de censeur de tout et n'importe quoi et de diffuseur de fake news de première envergure. Parce que censurer la modération algorithmique, la manipulation de l'opinion publique par Twitter, le bidouillage de l'information sur le Covid par les autorités américaines, la collusion du FBI, les psyops du Pentagone à l'étranger pour manipuler l'opinion publique à droite à gauche, les biais de censure en faveur des progressistes ou les théories conspi lancées par Clinton, ça fait tellement de choses à censurer que la crédibilité envers la presse qui a censuré tout ça, au fur et à mesure que des gens qui ne sont pas nécessairement des conservateurs, hein, typiquement des gens comme vous, vont découvrir l'ampleur des choses qu'on vous a cachées, et que la presse, dans son ensemble, la presse progressive, j'entends, hein, mais bon, je lis pas trop l'eau, je dois vous avouer, à censurer, et ben ça va vous faire perdre toute confiance envers cette presse. Parce qu'effectivement, elle a des comptes à rendre, et effectivement, l'état des choses, elle n'est pas digne de confiance. Hein, une fois qu'on a vraiment exploré les Twitter Files, c'est clair que c'est difficile d'avoir confiance à nouveau dans la presse, et ça explique le fait qu'elle continue à censurer les Twitter Files, qu'elle continue à ignorer les révélations des Twitter Files, alors qu'il y a pas mal de ces révélations qui sont absolument indispensables pour comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe dans Twitter, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la législation, le DSA. Et donc ça va être très compliqué d'expliquer beaucoup de choses demain si on ne les a pas mis en contexte des Twitter Files. Et c'est quelque chose que moi je constate au quotidien. Typiquement, hier, vendredi, Twitter a ouvert le code de son système de modération. C'est-à-dire qu'ils ont publié le code, ce qui fait qu'on peut savoir aujourd'hui que, typiquement, si vous likez un tweet, vous allez lui offrir un boost qui est 20 fois supérieur au boost que vous allez donner à un tweet en répondant à ce tweet. Et si vous retweetez un tweet, vous allez lui offrir un boost de seulement 10 fois supérieur. Tout un tas de métriques informatiques qui vous permettent de comprendre comment le buzz se crée sur Twitter, sur quelle base scientifique et code se crée tout ce buzz. Et bien Twitter est le premier à avoir ouvert son code pour qu'on puisse regarder dedans. Le problème, c'est que ce code gère aussi en partie la modération de Twitter, qui hier était gérée par le fameux shadow banning, qui est une autre grosse partie des Twitter Files dont on va parler, et que du coup, vous ne pouvez pas comprendre
ces règles-là que Twitter rend désormais publiques, si vous ne les mettez pas en regard de ce qui se passait avant. Et du coup, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en termes de modération chez Twitter, qui est forcément très suggestif, hein, mais effectivement la modération a changé, certaines personnes qui étaient très censurées hier le sont beaucoup moins aujourd'hui et inversement. Et ben, vous ne pouvez pas comprendre cette évolution si vous faites abstraction de ce qui se passait avant. Or, toute la presse a fait abstraction de ce qui se passait avant, a refusé de regarder ce qui se passait avant, et du coup a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe maintenant. Et donc, pour revenir sur ta question initiale, j'insiste, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conspi, hein. Il n'y a pas l'Élysée qui a décroché son téléphone ou une autorité quelconque qui a décroché son téléphone pour dire aux rédactions françaises surtout vous ne parlez pas de ça. Et il n'y a même pas eu de rédac chef qui a fait ça. C'est chacun individuellement qui a bien senti qu'ils étaient face à un moment de vérité, qui commençaient à s'affronter face à un Twitter qui était de plus en plus menaçant pour la presse. Et vous allez voir en quoi c'est menaçant pour la presse, hein, ils ont raison d'avoir peur. Et que le sacrifice de la dignité de l'information était le prix à payer pour affronter ce Twitter qui devenait de plus en plus menaçant. Un mot rapidement sur pourquoi Twitter devient très menaçant pour la presse. Ils ont sorti une multitude de nouvelles fonctionnalités, dont une qui s'appelle Community Notes, qui permet en fait à des gens qui ont été préalablement identifiés et qui se sont portés volontaires d'apporter des compléments d'information à un tweet initial. Ça permet typiquement de faire du debunking, ça permet de mettre en contexte une information et de l'enrichir. Ce qui est le travail de base d'un journaliste. Et tout ça est géré par un algorithme qui lui aussi qui a été publié de façon open et dont le but est de vérifier et d'auto-noter la qualité des contributions de tout un chacun autour d'un tweet. C'est-à-dire que très concrètement, vous avez un tweet qui dit qui balance une information. Moi qui suis inscrit dans Community Notes, je vais dire cette information est fausse parce que gna gna gna. Et si vous voulez plus d'informations, allez voir ce lien-là. Et une autre personne qui est aussi inscrite dans le système va dire les contributions de Fabrice Epelboin sont qualitatives, le style est sobre et le lien fourni à l'appui de ces dires est de qualité. Et au bout de milliers de notations des individus les uns par les autres, il y a 7 critères de notation, et ben le système va être capable de ne retenir que les meilleures contributions et de le faire très très vite, contrairement à Wikipédia qui est contributif aussi, mais sur un temps long. Du coup, on a une solution pour un debunking. Et on a une solution pour un debunking temps réel. Vous avez peut-être vu la photo d'un vieillard tabassé par les CRS qui a circulé, qui avait été faite sur Midjourney. Bon, très concrètement, n'importe quel professionnel de la sécurité vous aurait immédiatement dit que le casque n'est pas un casque de CRS français, que la tenue n'est pas réglementaire, qu'il manque l'indication de la brigade sur le gilet pare-balles du CRS. Enfin, il y a plein d'informations que n'importe quel professionnel aurait pu mettre en avant pour signifier que cette image était un faux. Et ça aurait pu être fait en temps réel. Et c'est à ça que sert Community Notes. C'est infiniment plus rapide que la presse qui, pour un tel truc, aurait mis nécessairement quelques heures. Donc les journalistes se sentent menacés, et la réaction, qui est vraiment une réaction très animale, hein, c'est de censurer et de passer son temps à écrire des articles pour discréditer la personne qui émet le message, en l'occurrence, même si ce n'est pas lui qui émet le message, en l'occurrence Elon Musk. Et vous avez un tombereau d'informations sur Elon Musk. 95% des informations produites par la presse française à propos d'Elon Musk sont juste du bashing. C'est juste un opposant politique qu'on traîne dans la boue, au même titre qu'à la limite, j'ai envie de dire, Zemmour a eu quasiment ce même genre de traitement. Peut-être pas aussi pire, mais Zemmour ou Le Pen, en son temps, ont eu ce genre de traitement. C'est-à-dire qu'on ne traite pas l'information, on fait des papiers dont le seul angle possible et je vais vous expliquer en quoi Elon Musk il est méchant. Alors qu'il y a vraiment des raisons de penser qu'il est méchant. Hein. Là-dessus, je peux vous en parler juste 2 minutes pour vous faire un peu flipper. Mais il fait aussi tout un tas de choses très intéressantes et tout un tas de choses qui vont avoir un impact colossal sur l'avenir de l'information et notre avenir à nous. Un petit mot rapide pour vous dire à quel point Musk est tout sauf un ange, et oui, il faut aussi se garder de sombrer dans le fan club de Musk.
S'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu dans la crypto, c'est un piège facile parce que c'est un personnage très iconique dans le monde de la crypto. Euh, le deuxième actionnaire de Musk à l'heure actuelle, juste après Elon Musk, c'est un fonds souverain saoudien. Rappelez-vous que le type apprenait la liberté d'expression dans le respect des lois locales. Grosse nuance. Hein. C'est pas du tout la liberté d'expression telle que Twitter l'a pratiquée en 2011 pendant le printemps arabe. Hein. Là, à l'époque, c'était la liberté d'expression à l'américaine. Et souvenez-vous, hein, vous étiez très jeune, mais en 2009, Hillary Clinton, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères américain, a demandé à Twitter de repousser une mise à jour de façon à ne pas couper Twitter en Iran, parce qu'il y avait en 2009 déjà une révolution assez similaire à celle qui... Enfin, plus courte et bien plus violente encore. Il y avait une révolution pro-démocratie en Iran. Twitter avait un rôle central là-dedans. Et les États-Unis, à l'époque, soutenus par leur ministre des Affaires étrangères, soutenaient la liberté d'expression à l'américaine, absolutiste, sur le territoire iranien apporté par les réseaux sociaux américains. Entre-temps, on est en 2023, 12 ans sont passés, ce que je dis 12 ans, 15 ans sont passés presque, et désormais la liberté d'expression que la presse dénonce comme absolutiste de Elon Musk, elle n'est pas du tout absolutiste. Hein. Elon Musk, il est très clair, c'est en respect des lois locales. Ça veut dire que la liberté d'expression sur Twitter en France, théoriquement, elle est conforme au droit français. Et il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de dire si vous êtes conforme au droit français, mais ça veut aussi dire que la liberté d'expression en Arabie Saoudite, elle est conforme au droit saoudien. Et il est beaucoup plus restrictif que le droit français en matière de liberté d'expression. Et donc, le fonds souverain saoudien est le deuxième actionnaire de Twitter. Plus inquiétant encore, peut-être que vous avez remarqué lors de la Coupe du Monde de foot qu'à la finale, Elon Musk s'était déplacé pour assister à la finale. Eh bien, de façon très surprenante, dans sa loge, il y avait deux individus. Le premier, c'était le patron du fonds souverain qatari. Alors, pour ceux qui ne font pas de géopolitique, hein, le Qatar et l'Arabie Saoudite sont des ennemis. Et se sont menés une quasi-guerre pendant des années avant que l'Arabie Saoudite baisse les bras faute de succès. Et à ses côtés également, dans sa loge, il y avait Jared Kushner. Jared Kushner, c'est le beau-fils de Donald Trump, c'est l'architecte des accords d'Abraham, et c'est lui qui a servi de négociateur pour Donald Trump auprès de Mohammed Ben Salman, le dignitaire saoudien. Donc c'est vous dire dans quelles eaux troubles Musk navigue. Alors toujours pour ceux qui ne font pas de géopolitique, les accords d'Abraham, c'est des accords qui ont été passés durant la présidence de Donald Trump, qui scellent une réconciliation entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Égypte et tout un tas de pays arabes, pour ne pas dire la plupart, et Israël. Et depuis, ces pays entretiennent des relations diplomatiques, commerciales et militaires productives. Vous avez tous entendu parler de l'un des effets de cette nouvelle collaboration, c'est Pegasus, le logiciel espion qui va espionner tout un chacun, qui a servi typiquement au service secret marocain pour espionner Emmanuel Macron. Ça, c'est un logiciel espion qui est produit par Israël, enfin par une société israélienne, qui évidemment est très proche du pouvoir israélien, et qui a été offerte, pour ainsi dire, pour sceller ces accords diplomatiques des accords d'Abraham par Israël à tous les pays qui étaient membres de ce groupe des accords d'Abraham, dont le Maroc, dont l'Arabie Saoudite, dont les Émirats arabes unis. Donc vous voyez que l'impact sur nous est colossal à tous les niveaux. Ce groupe des pays issus des accords d'Abraham, récemment, Israël a cessé de soutenir de façon claire et nette l'Ukraine. Il faut voir que les relations entre Israël et l'Ukraine sont par nature très compliquées, étant donné l'historique de la Shoah en Ukraine. Mais on a aussi eu, sous l'égide de la Chine, un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et sous l'égide, et ça c'était il y a 3 semaines, et sous l'égide de la Russie, un rapprochement entre l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et la Syrie de Bachar el-Assad. Et donc, grosso modo, vous avez un bloc géopolitique qui est en train de prendre son indépendance de l'Occident et de se détacher. On a eu par ailleurs, la semaine dernière, les premières transactions pour acheter de l'énergie en yuan,
Alors que jusqu'ici, toutes les transactions énergétiques se faisaient en dollars. Et je vous laisse imaginer, pour ceux d'entre vous qui font un peu de finance, les conséquences sur les marchés financiers. On est sur une dédollarisation de l'énergie. C'est quelque chose de fondamental qui va avoir un impact monstrueux. Donc c'est ça les accords d'Abraham. Ça c'est le grand moment de la politique internationale de Donald Trump. C'est sa grande legacy. Et c'est quelque chose que Biden, en arrivant juste derrière, a littéralement saccagé. À tort et à raison, c'est pas un jugement de valeur. Hein. Mais toujours est-il que durant ses premiers temps de mandat, il a commencé à cracher sur Mohamed Ben Salman, qui lui a en retour craché à la gueule, et que le résultat, c'est que Mohamed Ben Salman est allé voir du côté des Iraniens, des Chinois, des Russes et des Syriens. Donc c'est très 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 lourd de conséquences tout ça. Tout ça, ça n'aurait peut-être pas eu lieu si l'affaire du portable de Hunter Biden avait été traitée de façon honnête par la presse à l'international et surtout sur le territoire américain. Parce qu'il faut bien le reconnaître, si elle avait été traitée de façon honnête, Donald Trump aurait probablement été réélu. Et on n'en serait pas là. C'est vous dire si un réseau social peut avoir un impact colossal sur la marche du monde. Ouais, ça aussi c'est un truc amusant. Alors, pas forcément aussi important. Et à mon sens, il y a deux choses intéressantes à retirer de cette partie de l'histoire. L'éviction de Donald Trump de Twitter. La première, c'est un truc qui devrait être enseigné dans toutes les écoles de commerce. C'est que ça lève le voile sur la gouvernance interne de Twitter. Et on est face à une boîte cotée en bourse qui gagne des milliards, qui a un poids politique colossal à travers la planète, qui est dirigée par une star de la Silicon Valley, une société vraiment iconique, et dont la gouvernance est complètement, passez-moi l'expression, partie en couille. C'est les employés qui ont pris le pouvoir. Donc on est sur quelque chose qui pourrait être comparé à LIP, avec le même résultat industriel que LIP. Et très clairement, c'est les employés qui, face à leur direction, ont forcé la main à... Bon, alors un Jack Dorsey qui clairement n'avait plus rien à faire. Hein. Jack Dorsey, il était sur une autre boîte, Square, qui a rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et puis, entre-temps, il avait fait une fortune colossale avec la crypto. Donc il avait peut-être un tiers-temps, un quart-temps à consacrer à Twitter, on ne sait pas très bien, mais il s'en foutait. Il s'en foutait totalement, il était parti, sa tête était déjà ailleurs. La direction qu'il avait mis en place avait clairement pas les reins assez solides pour diriger une boîte de cette taille. C'est pas rien, une boîte cotée en bourse. Le patron de la modération, typiquement Yoel Ross, avait absolument pas l'expérience qu'il fallait pour diriger Twitter. Et puis était de toute façon plus dans une logique idéologique qu'une logique business. Et ça peut être très bien hein, d'avoir une logique idéologique pour diriger une boîte, mais de là à perdre toute rationalité business, bah, c'est ce qui s'est passé. Et au point que c'est les employés qui ont pris le contrôle de la boîte et qui ont imposé la modération de Twitter. C'est complètement dingue parce que là, effectivement, on a plein de documents qui montrent comment ça se passe concrètement, une boîte qui perd le contrôle et qui tout d'un coup est reprise en main par ses employés à des fins politiques. Tout ça doublé évidemment du fait que 99,5% je crois du personnel de Twitter était totalement démocrate et que la culture interne de l'entreprise, bah, alors le terme woke aux États-Unis n'est pas une insulte, c'est un truc spécifiquement français. C'est en France que traiter quelqu'un de woke est une insulte, aux États-Unis pas du tout. Et les t-shirts corporate créés par la société Twitter et destinés à leurs employés, c'était un hashtag qui disait Stay woke, restez woke. Donc ça vous donne une idée de la ligne éditoriale de la modération de Twitter, qui était gérée par au bas mot 4000 à 6000 personnes des employés de Twitter à l'époque, qui en comptaient 8000, qui ont tous été renvoyés, tous, sans exception. Et qui ont tous été remplacés par un algorithme, qui est le fameux algorithme dont on parlait il y a encore une heure. Donc à mon sens, c'est vraiment la clé de lecture la plus intéressante. Passer l'anecdote, hein, effectivement, la façon dont ça a été fait est incroyable. C'est vraiment comment une entreprise de 8000 personnes, cotée en bourse, extrêmement surveillée, peut à ce point se décomposer en matière de gouvernance. Comment des employés peuvent prendre le pouvoir dans une telle entreprise sans que ça pose problème et avoir un impact aussi colossal. Alors, je vais vous en évoquer quelques-uns qui sont quand même
fondamentaux en termes d'impact sur nous, petits Français. Hunter Biden, ça a eu un impact sur la Terre entière, la géopolitique, hein, donc c'est colossal. Après, ça se trouve, si l'affaire avait été révélée proprement dans la presse et traitée dignement, Biden aurait peut-être été élu, hein. On n'en sait strictement rien, il n'y a aucun moyen de savoir. Ce dont on est certain, c'est que ça a eu un impact sur l'élection, et que le résultat de l'élection, bah, c'est Biden, avec toutes les conséquences géopolitiques que ça a, qu'on n'a pas fini de dérouler, et on nage en plein dedans. Il y a d'autres choses qui ont un impact sur notre quotidien, qui ont eu un impact sur notre quotidien. Le premier, c'est la gestion de la censure, ce qu'on appelait le shadow ban. Alors, le shadow ban, c'est quelque chose d'assez complexe, qui a été révélé par Twitter, qui était plus ou moins une théorie conspi avant, c'était pas quelque chose de clairement établi, et c'était un sujet un peu tabou, mais le sujet était déjà sorti à droite à gauche dans la presse. Vous pourrez trouver facilement une demi-douzaine d'articles qui évoquent le shadow ban avant les Twitter Files, mais sans vraiment expliciter la façon dont c'était utilisé. Et souvenez-vous que jusqu'au Twitter Files, quasiment tout le monde dans la presse affirmait, souvent études à l'appui, que il y avait un gros biais dans la censure et dans le buzz des Twitter qui favorisait l'extrême droite. Et en fait, pas du tout. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait un système qui s'appelait le shadow ban, qui permet de régler la visibilité de tout un chacun et de tout contenu de façon extrêmement fine. Et on peut régler la visibilité d'un compte, des messages issus d'un compte, ou de messages dans l'absolu d'où qu'ils sortent, en fonction de leur contenu. Et on peut gérer cette visibilité de façon à ce qu'elle apparaisse ou pas dans le flux des gens qui suivent ce compte, dans le flux des gens qui ne suivent pas ce compte, mais dans l'hypothèse où un tweet va être tweeté, liké, dans les trending topics, quand vous cliquez sur un hashtag, est-ce que tel compte ou tel tweet va remonter, ou même est-ce que tel tweet ou tel hashtag va remonter dans les trending topics en tant que tel. Donc on peut vraiment ajuster la visibilité de tout et n'importe quoi de façon très fine à travers un langage de script qui va s'écrire de façon assez simple, de la façon suivante, hein. Si un compte d'un utilisateur qui est brésilien parle de topinambour, alors je vais réduire sa visibilité dans les trending topics de 25%, par exemple. Ou si un compte d'un utilisateur français parle de, on va aller dans des trucs un peu plus chauds, Marine Le Pen, alors je vais diminuer sa visibilité auprès de sa propre communauté de 17,5%. Ou si un message issu de n'importe où parle de topinambour, alors je censure le compte et je le rends invisible aux yeux de tout le monde. On peut tout faire. Et ils ont accumulé comme ça près d'1 million de ces scripts qui gèrent tous les flux informationnels entre les individus partout sur Terre et tous les trending topics et qui les façonnent. C'est-à-dire qu'à partir d'un input qui est les tweets de tout un chacun utilisateur de Twitter, ça passe par un gigantesque mécanisme de filtre qui, en fonction, entre autres, des opinions politiques, de l'émetteur et du contenu du message lui-même, va gérer sa visibilité. Tous les trending topics depuis 2018 ont été truqués de cette façon-là. Or, les trending topics, c'est quand même la météo du buzz de tous les journalistes, partout sur Terre. Vous avez, dans les cas les plus, on va dire, dignes, j'aime bien ce mot de dignité pour la presse, tous les journalistes qui écrivent dans des trucs hyper sérieux, que ce soit Le Monde ou Le Figaro, des organes de presse, on va dire, de premier plan, regardent les trending topics parce qu'ils sont comme tous les journalistes, ils sont sur Twitter toute la journée, ils voient bien les sujets qui buzzent, les sujets qui buzzent pas, et forcément, ça les impacte pour leur décision éditoriale, parce qu'ils ont une espèce de preview de l'opinion publique, parce qu'ils voient ce qui intéresse les lecteurs et ce qui ne les intéresse pas. Et donc forcément, quand on écrit, on a envie d'être lu, ne serait-ce que pour des raisons égotiques, mais avant tout pour des raisons bassement commerciales, parce que ça fera des pages vues, ça fera des revenus publicitaires. Et donc on se base sur ces trending topics pour impacter ces choix éditoriaux.
que ce soit en tant que journaliste, en tant que salle de rédaction, ça a un impact majeur. Et puis, je vais vous citer un autre exemple qui est l'extrême de ce truc-là, hein, qui est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, quand il fait ses émissions, j'en ai fait une, il a carrément une oreillette qui lui donne en temps réel, durant l'émission, les trending topics, les niveaux de buzz des sujets abordés par l'émission, et il refaçonne l'éditorial de son émission en temps réel, en fonction des trendings sur Twitter. Et il prépare l'éditorial de ses émissions en fonction de ce qu'il a vu trender la veille et dans les heures qui ont précédé l'émission. Il a une équipe pour faire ça, il ne fait pas ça tout seul. Hein. Mais le succès de Hanouna, c'est ça. C'est une capacité absolument incroyable à fusionner avec tout ce système de buzz issu de Twitter, de façon à absorber le buzz, le retranscrire sur ses plateaux, le réinjecter dans cette machine à buzz, pour ensuite faire une espèce d'économie circulaire, pour ainsi dire. Alors évidemment, en termes de qualité des contenus, c'est pas ça, hein, mais en termes d'audience, ça marche. Et bien tout ça a été truqué. C'est complètement délirant, mais tout ça a été totalement truqué par Twitter. Et forcément, ça a eu un impact absolument colossal sur l'opinion publique de tous les pays du monde. À mon sens, c'est la plus grosse révélation des Twitter Files, et c'est également, à mon sens, le piège tendu par Elon Musk à la presse, et Elon Musk déteste la presse, hein, parce que très concrètement, après leur avoir mis le laptop de Hunter Biden dans le nez, qui les a quand même pas mal poussés à censurer l'intégralité des Twitter Files parce que c'était vraiment trop dérangeant comme information, il leur a montré à quel point Jack Dorsey, le précédent patron de Twitter, s'était littéralement foutu de leur gueule et les avait manipulés. Et ça aussi, ça a un impact sur votre quotidien. Et ça a eu un impact sur votre quotidien ces 5 dernières années. Et par ailleurs, j'insiste, Facebook fait la même chose, Instagram fait la même chose, tous les réseaux sociaux font la même chose, et le DSA, le dernier règlement européen en charge d'encadrer ce genre de choses, l'interdit formellement. Donc toute la modération issue de cette ère, on va dire, progressiste des réseaux sociaux, si tant est que Facebook a été progressiste, hein, c'est un peu une vue de l'esprit, parce qu'ils ont quand même fait comme Helvetica dans l'élection précédente. Eh bien, tout ça va de toute façon s'arrêter. Et on va passer à autre chose. Et on ne sait pas très bien ce que va être l'autre chose pour Facebook. On sait ce que va être l'autre chose pour Twitter, parce qu'ils ont publié le code. Donc au moins chez Twitter, on sait comment ça va se passer. Pour le reste, on ne sait pas trop. Twitter a annoncé, enfin Musk a annoncé, avant même de reprendre en main Twitter, qu'il allait publier le code. Ça paraît pas forcément quelque chose de fondamental pour les gens qui ne savent pas lire le code, mais pour ceux qui savent lire le code, c'est absolument essentiel. Parce que ça permet de comprendre comment fonctionne Twitter. Alors on sait à travers les Twitter Files comment ça fonctionnait, une armée de modérateurs qui étaient tous dans une culture d'entreprise très uniforme et qui étaient dans une lutte idéologique. C'est aussi pour ça que Twitter a jamais gagné de fric, hein, c'est que c'était pas le but du jeu. Et du côté de Jack Dorsey, on peut comprendre, il était déjà multimilliardaire. Il pouvait tout à fait se permettre d'avoir une société qui ne gagne pas d'argent et qui fasse de la politique. C'était ce qu'il faisait. Aujourd'hui, Twitter n'a plus ce luxe parce qu'il est surendetté, donc il doit absolument gagner de l'argent. Et par ailleurs, il doit rétablir une forme de confiance après l'avoir lui-même sapé. Hein. Donc Et la façon dont il va rétablir une forme de confiance, c'est non pas vis-à-vis des journalistes, il n'aura plus jamais la confiance des journalistes, c'est fini ça, mais c'est vis-à-vis de gens qui savent lire le code. Et qui du coup, le nouveau système de modération de Twitter, alors c'est plus une armée secrète de modérateurs qui font, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, mais c'est secret, c'est le code. C'est le code et le tout un chacun. C'est vous et moi qui, en bloquant un individu, en le mutant, en se désabonnant de son compte, ou en interagissant avec, allons gérer la visibilité de tout un chacun. Donc c'est une espèce d'automodération par la foule, et d'un point de vue modèle économique, c'est vachement malin, parce que ça permet de crowdsourcer un travail qui auparavant était une masse salariale. C'est vraiment smart d'un point de vue business. C'est pas forcément idiot d'un point de vue démocratique, parce que très concrètement, ça dilue complètement le pouvoir de modération. Il est plus centralisé au sein de l'entreprise Twitter. Il ne peut plus être hold-upé par une culture d'entreprise et des employés qui ont décidé de prendre le pouvoir parce qu'ils sont tous intrinsèquement persuadés d'être dans le camp du bien et de faire le bien de l'humanité typiquement en poussant cette récomposition géopolitique en cours, hein, ce qui est quand même un sacré pari.
il est distribué dans les mains de tous les utilisateurs de Twitter. Et la façon dont ce pouvoir est distribué, bah, c'est un algorithme, enfin, c'est du code. Le terme algorithme est un peu fourre-tout, hein. Et ce code, il est visible par tous et il est compréhensible par ceux qui savent lire du code. Et il n'est pas affreusement compliqué en plus. Et c'est comme ça qu'on sait que bah, si vous likez un tweet, vous lui offrez un boost qui est 2 fois supérieur au fait de retweeter un tweet. Ce qui est intéressant, ça, on ne savait pas ce genre de choses. Et vous avez tout le détail qui fait qu'aujourd'hui, quelque chose buzz ou ne buzz pas, ou est totalement enterré. Tout le détail est disponible sous forme de code. Il n'y a plus le moindre secret autour de tout ça. Et ça crée un schisme, qui est un schisme assez intéressant entre des journalistes qui, pour l'essentiel, ne savent pas lire du code, et qui sont de toute façon embarqués tête baissée depuis le laptop de Hunter Biden dans une lutte à mort contre Twitter, qui consiste à, grosso modo, dire tout ce qu'on peut dire de mal sur Elon Musk. Et puis un Elon Musk qui, lui, a derrière lui la communauté crypto, qui est totalement fan. Enfin, quand je dis la communauté crypto, hein, c'est, on va dire, les crypto boys qui font du trading. Euh, qui est totalement fan d'Elon Musk, parce qu'il a fait des tonnes de trucs pas très propres dans le monde de la crypto, qui lui a valu beaucoup de femmes qui sont devenues très très riches grâce à lui. Et puis les gens qui savent lire le code, parce que ces gens-là en général ont des bases scientifiques, et croient en des choses comme la Terre est ronde, ou des trucs rationnels, quoi. Ont pour habitude de se foutre de la gueule des gens qui sont persuadés que la Terre est plate, parce que bah, si vous regardez l'horizon, ça paraît assez évident que la Terre est plate, hein, vous le voyez avec vos propres yeux, et il vous faut une capacité scientifique et technique pour commencer avec votre cerveau à appréhender le fait qu'en fait non, elle est ronde, et qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité, et que ça a été théorisé par Newton, et que vous avez appris les bases de Newton de façon à comprendre pourquoi la Terre est ronde et pourquoi on a l'impression qu'elle est plate mais qu'en fait elle est ronde. Bah, c'est la même chose avec les gens qui font le code, hein. Ils ont appris Newton et puis ils ont appris le code, et donc quand ils voient le code, ils peuvent lire le code et savoir comment fonctionne le truc. Et ces gens-là sont en opposition frontale, pas forcément déclarée, hein, mais se retrouvent dans le camp opposé aux journalistes aujourd'hui. Ce qui est un changement radical, parce que rappelez-vous, on est en train de sortir quand même d'une période de les méchants conspis et les détenteurs de la vérité qui font la chasse aux conspis de l'autre, où jusqu'ici, ceux qui faisaient la chasse aux conspis et qui disaient à qui voulait l'entendre la vérité du faux, bah, ils avaient la science pour eux. En tout cas, ils pensaient avoir la science pour eux, parce que objectivement, la plupart d'entre eux n'ont pas fait d'études scientifiques. Donc, mais ils étaient persuadés d'avoir la science pour eux. Là, bah, ils ont un code qui dit l'inverse de ce qu'ils racontent dans leurs articles. Donc ça commence à être très 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 tendu comme situation, et surtout très très précaire. On peut parier que ça va évoluer, et que ça va évoluer très vite dans les mois et les années qui viennent, et que cette ligne de démarcation entre le vrai et le faux, les détenteurs du vrai, les détenteurs du faux, ceux qui sont en mesure de dire le vrai du faux, de ceux qui ne sont pas parce qu'ils n'ont pas les compétences pour ça, ou plus la crédibilité, tout ça va évoluer très très vite dans les mois et les années qui viennent. Et là, c'est très clairement un move d'Elon Musk. Et très clairement, il sait ce qu'il fait. C'est pas le fruit du hasard. Et il est lui-même dans une lutte contre cet establishment constitué par les journalistes, les politiques, tout un tas de gens dont je fais partie du reste. Et c'est une lutte qui date pas d'hier. Mais on peut vraiment se poser la question de est-ce qu'il n'aurait pas acheté Twitter juste pour mener cette lutte. C'est tellement, pour lui en tout cas, c'est quelque chose dans lequel il s'investit au-delà du raisonnable. Oui, Twitter a cramé le Pentagone dans ses psyops. La semaine dernière, on a vu différentes psyops qui touchaient aussi bien la France que l'Afrique, que bah, le Cambridge Analytica, les élections sud-coréennes de 2012, ou comment ça se passait, ce genre de choses en Chine. Enfin, on a passé 2 heures à regarder différentes psyops, opérations psychologiques, qui se font sur des populations civiles, souvent à des fins politiques, hein. Le terme est issu du militaire, psyops, mais c'est aujourd'hui utilisé, hélas, dans le champ du civil. Et ben, dans les Twitter Files, on a l'histoire qui est traitée de façon très anecdotique du Pentagone qui travaillait main dans la main avec Twitter sur des psyops opérés sur des pays étrangers à des fins de déstabilisation et à des fins d'ingérence dans tout un tas de choses, et notamment dans l'opinion publique de pays étrangers. Et ben, Twitter travaillait avec le Pentagone main dans la main.
et le Twitter d'Elon Musk y a mis fin. On peut imaginer, sans se tromper, qu'il a mis fin à une multitude d'opérations de ce truc. Parce que s'il en est arrivé à mettre fin aux opérations du Pentagone, alors qu'il travaille avec en Ukraine, hein, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine sans les satellites Starlink, hein, il n'y aurait pas de communication en Ukraine sans les satellites Starlink, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine sans les satellites Starlink, et sans Starlink, Poutine aurait gagné l'Ukraine les doigts dans le nez. C'est indispensable la communication sur le terrain sur un théâtre d'opération de guerre. Et ben, malgré cette coopération sur le territoire ukrainien, Musk a rentré dans l'art du Pentagone dans ses capacités d'ingérence à travers des psyops utilisant Twitter. Et donc on peut tout à fait parier qu'il a fait la même chose avec tous les services de renseignement qui avaient eux aussi des opérations de psyops destinées à faire de la manipulation d'opinion publique à travers Twitter. Donc on a énuméré celles qu'on connaît dans le cours précédent. Hein. Vous avez vu que les services secrets coréens, en 2012, utilisaient Twitter pour faire une déstabilisation sur leur propre opinion publique. Vous imaginez que si c'était le cas des services de renseignement coréens en 2012, c'est une pratique très 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 largement répandue sur Twitter en 2023. Bah, visiblement, il a commencé à y mettre fin. Ça s'est traduit par des choses qui ont été très très mal accueillies par les utilisateurs de Twitter, notamment une restriction drastique de l'API de Twitter, qui était auparavant libre et ouverte. Et n'importe qui pouvait faire un petit bot Twitter, et il y a une multitude de bots qui étaient extrêmement utiles, et qui permettaient vraiment de faire beaucoup beaucoup de choses à travers Twitter, en automatisant des process, hein, mais vraiment une quantité invraisemblable de bots qui vont de je connecte ma base météo connectée à mon ordinateur et je génère des tweets qui vont donner publiquement la température, l'hydrométrie et la pluviométrie de l'endroit où je me situe, avec une géolocalisation du compte Twitter qui émet. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça vous donne des bases météo universelles et connectées, extrêmement efficaces, qui permettent de construire plein de choses. Et des trucs comme ça, il y en a une quantité astronomique depuis plus de 15 ans que Twitter existe. Tout ça a été détruit. Du jour au lendemain, Twitter a demandé plus de $100 par mois pour pouvoir accéder à l'API, ce qui est totalement hors de portée de la plupart des utilisateurs de cette API, qui faisaient ça vraiment pour rendre service la plupart du temps aux gens ou participer à des projets communs. Tout ça a été littéralement fusillé. Et en fait, la seule raison objective pour laquelle il a fait ça, outre le fait que ça lui économisait un peu de puissance de calcul, c'est pour mettre fin à ces opérations, à ces psyops, et ces fameux logiciels d'astroturfing qu'on a évoqués la semaine dernière, hein, les Persona Management Software, qui sont capables de gérer des centaines, voire des milliers de faux profils pour manipuler l'opinion publique, là encore. La façon dont a priori ils ont trouvé, la méthode qu'ils ont trouvée a priori pour mettre fin à tout ça, c'est d'arrêter l'API et de la limiter uniquement aux utilisateurs payants. Et à partir du moment où vous êtes un utilisateur payant, vous êtes enregistré, on sait qui vous êtes, et si on repère une activité étrange, on peut non seulement vous fermer votre compte, mais identifier qui vous êtes de façon très précise. Alors qu'auparavant, on avait juste une adresse IP qui utilisait une API gratuitement. Toujours dans les théories conspi. Alors, les théories conspi, c'est vraiment l'air du temps en ce moment, hein. Il y en a une quantité qui est absolument invraisemblable. Ça va de trucs extrêmement loufoques, la Terre est plate, la Lune est creuse, les Illuminati, à des choses qui sont plus intéressants et plus inquiétants à la fois. Typiquement, tout le délire autour des vaccins, Bill Gates qui injecte via le Wi-Fi ou la 5G souvent, des nanoparticules sur les vaccins ARN pour prendre le contrôle des cerveaux. Vous avez une quantité invraisemblable de variations autour du thème. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la Terre plate. C'est vraiment des gens qui sont face à un progrès technique qui les dépasse, qui les affole, qui sont absolument plus en mesure de lire d'un point de vue technique, et donc qui ont besoin d'une explication, d'un grand tout. Et c'est tout à fait humain, hein. Moi aussi, j'ai besoin d'une explication sur la 5G, pourquoi c'est mieux que la 4G, et pourquoi le vaccin ARN, c'est totalement différent des précédentes générations de vaccins. La seule différence, c'est que j'ai, Dieu merci, fait des études qui me permettent de lire des trucs et d'arriver petit à petit à comprendre. Et puis surtout que j'ai dans mon entourage des gens qui sont capables d'être suffisamment pédagogiques pour m'expliquer ce que c'est qu'un vaccin ARN, ou pour m'expliquer la différence entre la 4G et la 5G. Mais tout le monde n'a pas ce luxe. Et donc il y a beaucoup de gens qui se raccrochent à une explication qui leur permet de faire sens du monde.
Et vu l'explosion des technologies, c'est pas toujours évident de faire sens du monde. Je crois qu'on a ChatGPT, dont on pourra, si ça vous amuse, parler dans un prochain cours, qui est sorti, qui a montré quand même à la Terre entière que, ouais, les technologies, c'est pas forcément simple, ça pouvait avoir un impact colossal sur notre destinée collective, et que la plupart des gens n'avaient pas la moindre idée de comment ça pouvait marcher et l'impact que ça allait avoir. Et que tout le monde sentait bien que ChatGPT allait avoir un impact considérable sur l'emploi. Je crois qu'il y a une banque qui a annoncé qu'il y avait 300 millions d'emplois qui allaient disparaître. La réalité est plus nuancée, hein, mais on est face à ce genre d'impact de la technologie sur notre monde, et qu'à partir du moment où on vous explique que 300 millions d'emplois vont disparaître, eh ben vous allez nécessairement avoir besoin d'être guidé dans ce nouveau monde, de comprendre ce qui se passe, de vous raccrocher à des branches pour pouvoir survivre et ne pas disparaître avec les 300 millions d'emplois. Et donc, vous allez vous raccrocher à n'importe quelle branche qui va vous proposer une explication que vous allez être en mesure de saisir. Eh ben, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus facile de saisir un Bill Gates néfaste, parce que le mec est vraiment, vraiment néfaste, qui va avoir des intentions maléfiques auprès de l'humanité, et ça peut se comprendre pour connaître un peu le personnage et sa carrière, à travers une explication qui, elle, par contre, est totalement fantaisiste. C'est un trend très fort dans les théories conspirationnistes qui peut avoir des impacts très très lourds, extrêmement lourd, qui peut au passage recycler tout un tas de saloperies qui sont déjà présentes dans la société, hein, typiquement racisme, antisémitisme, tout genre de trucs peut très facilement être recyclé. Mais ça correspond vraiment à un besoin d'explication de la population et une incapacité de ceux qui savent à transmettre le savoir. Pour deux raisons, hein. La première, c'est qu'ils l'ont pas eux-mêmes. Allez demander des explications rationnelles sur ChatGPT à un politique, vous allez voir, vous allez être surpris. En France, il n'y a guère que le Front National qui est capable d'articuler un discours intelligent autour de ChatGPT, hein. Les autres, c'est des poules face à un couteau. Euh, et c'est aussi une faillite de la part des gens qui sont en mesure d'expliquer comment fonctionne ChatGPT. Et qui sont soit pas écoutés, soit pas suffisamment pédagogues, soit, comme dirait le gendre, trop fin, trop intelligent. Mais enfin, toujours est-il que c'est un fail, et qu'on est face à une population qui se pose de façon très légitime des questions, et qui a très légitimement droit à des réponses, et qui fait face à un corps médiatique qui n'est pas en mesure de leur donner parce qu'il ne comprend pas, un corps politique qui n'est pas en mesure de leur donner parce qu'il ne comprend pas, et une communauté d'experts qui n'est pas en mesure de leur donner parce qu'ils ne savent pas expliquer. Donc c'est vraiment une faillite collective. Le vaccin et tous les délires autour du vaccin sont vraiment une excellente illustration de cette faillite collective, qui évidemment est accélérée par, et on revient sur nos Twitter Files, euh, l'incroyable manipulation et succession de mensonges qu'il y a eu autour de la gestion de la crise du Covid, aux États-Unis, comme en Angleterre, ça a été révélé à travers des fuites d'informations issues de WhatsApp, comme évidemment en France, hein, il n'y a même pas eu besoin de fuites d'informations pour s'apercevoir que sur le masque, il y avait un foutage de gueule intersidéral, sur le fait que forcément, si on prend comme consensus scientifique les décisions d'un comité de défense, hein, dont les délibérations sont protégées par le secret défense, bah, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est qu'un consensus scientifique, hein. Et ils ont entraîné dans leur perte une large partie de l'appareil à debunking et de lutte contre les fake news. Et ça a donné la catastrophe actuelle en termes informationnels dans lequel on navigue. Et puis, pour revenir sur les Twitter Files, la gestion par Fauci, qui est le grand gourou de la médecine aux États-Unis, qui dirigeait toute la lutte contre la pandémie de Covid-19, et qui a quand même bien pressuré Twitter pour censurer tout un tas de ses collègues. Et on n'est pas du tout en train de parler de Gugus qui pensait que Bill Gates avait utilisé la 5G pour prendre le contrôle de nos cerveaux à travers les vaccins ARN, hein. On parle de professeurs de médecine, tout ce qu'il y a de plus respectable, issus des plus prestigieuses universités américaines, et qui avaient pour seul tort de s'être coalisés pour proposer une politique de gestion de la pandémie alternative à celle prônée par Fauci. Aucune idée de si elle était bonne, moins bonne, vraiment je ne suis pas médecin, hein. Mais enfin toujours est-il que les émetteurs de cette proposition alternative étaient on ne peut plus respectables, que leur proposition n'avait absolument rien de loufoque, elle était juste différente, et qu'ils ont été totalement censurés.
ce qui est particulièrement inquiétant pour deux dimensions. D'abord, c'est une entrave à la démocratie en temps de crise, donc c'est un stress test qui est un échec. Ça a été vraiment un stress test pour les démocraties, le passage à la pandémie, et ça a été un échec des démocraties. Elles ne sont pas capables de réagir de façon démocratique face à une situation de stress intense et de crise. Et puis pour les États-Unis, et vous savez que évidemment tout ce qui se passe aux États-Unis a un impact sur nous dans la mesure où on est, pour ainsi dire, une colonie. Pour les États-Unis, c'est un casus belli. Les États-Unis ont une constitution qui est plutôt bien foutue, qui est simple et surtout qui est sur un pied d'égalité avec la Bible dans un pays qui est extrêmement croyant. Et si on salit la constitution, le moindre redneck la connaît, si ce n'est par cœur, il connaît au moins les 5 premiers amendements par cœur. C'est-à-dire la base. Et le premier amendement, le tout premier amendement, il protège les citoyens américains contre l'atteinte à leur liberté d'expression par l'État. Or, ce que montrent les Twitter Files, c'est qu'il y a eu atteinte de la liberté d'expression des citoyens américains par l'État américain. Que ce soit dans le cas de Fauci qu'on vient d'évoquer ou dans le cas du FBI dont on n'a pas encore parlé, il y a très clairement interférence de l'État américain sur la liberté d'expression des citoyens américains. Ça a l'air de rien pour nous Français parce que c'est pas dans notre constitution et que c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, c'est légal en France. Mais aux États-Unis, c'est vraiment l'atteinte au premier amendement de la Constitution américaine. C'est extrêmement grave. Et le second amendement, qui est là pour protéger les autres et qui est là pour protéger la Constitution américaine, c'est le droit des Américains de se constituer en milice armée pour se protéger des dérives de l'État américain. Et donc très concrètement, on a là les bases d'une guerre civile aux États-Unis. Si parmi vous, il y en a certains qui ont vécu aux États-Unis, qui connaissent un peu ce pays, ils vous confirmeront ce que je viens de dire. Vu de France, ça nous paraît être un scandale comme un autre. Vu des États-Unis, c'est un casus belli. Et c'est un casus belli qui est renforcé par le fait que non seulement Fauci a interféré dans la gestion du Covid, en censurant des autorités scientifiques et médicales parfaitement légitimes et des institutions universitaires parfaitement légitimes, mais que le FBI a joué un jeu particulièrement malsain avec Twitter, en non seulement soufflant sur les braises de la théorie conspi lancée par, entre autres, Hillary Clinton dans les pattes de Donald Trump, qui voyait des Russes partout, alors que fondamentalement, alors certes, hein, il y a des trolls russes, il n'y a aucun doute là-dessus, absolument aucun doute là-dessus, ils l'ont eux-mêmes reconnu, c'est impossible à nier. Mais alors, la façon dont la menace a été surexagérée par le FBI et à travers Twitter, qu'il a utilisé comme caisse de résonance, est spectaculaire. Et on a le post-mortem, donc on peut voir à quel point c'est une menace qui a été surexagérée par le FBI et portée dans la durée, alors que c'était avant tout, et aujourd'hui on le sait, hein, un effort ponctuel porté par les trolls de Poutine et de Prigojine sur l'élection américaine de 2017. Mais comme vous l'avez vu la semaine dernière, dès 2018 et surtout 2019, Prigojine a totalement réorienté ses efforts de guerre sur l'Afrique, ainsi qu'en partie sur l'Asie du Sud-Est. Et donc très concrètement, les ressources étant pas infinies, il ne pouvait pas y avoir une telle pression de trolls sur les États-Unis et sur l'Afrique en même temps. Et c'est effectivement ce que révèlent les Twitter Files pour le volet américain. Il n'y avait plus de trolls russes sur le territoire américain à partir de 2019. Ils étaient passés à autre chose. Or, dans l'actualité de la presse progressiste et des études plus ou moins bidons qui circulent, enfin totalement bidons qui circulaient à l'époque, c'était un envahissement du territoire social média américain par les trolls russes. Et tout ça était une pure invention qui était destinée à soutenir la théorie conspi lancée par Hillary Clinton dès 2017, qui voulait qu'il y ait une collusion entre Trump et Poutine pour faire élire Poutine, et que cette collusion passait entre autres par une coordination de campagne entre les trolls russes et la campagne de Donald Trump. Tout ça, c'était des fake news, c'était une théorie conspi, elle a été poussée par le FBI, et Twitter en interne, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a les documents internes, Twitter en interne était totalement dans la panique, parce qu'ils ne voyaient pas de trolls russes, et eux, ils avaient vraiment le nez dans la machinerie.
il ne voyait pas de trolls russes et malgré tout, il suivait les ordres, enfin, qui n'étaient pas des ordres, hein, c'est important d'un point de vue juridique, il suivait les recommandations insistantes du FBI d'aller censurer tel ou tel compte qui n'était guère que des opposants américains, républicains à Joe Biden. Et donc là encore, on a une atteinte au premier amendement, qui est, j'insiste, hein, quelque chose de super grave aux États-Unis. Euh, tout ça, alors tout ça peut paraître assez fort de café et assez difficile à avaler, hein. Ça l'est pour moi aussi. Enfin, moi j'ai digéré depuis parce que ça fait un bout de temps que j'ai regardé ça en long, large, en travers, mais c'est vrai que c'est dur à avaler. Euh, pour ceux d'entre vous qui veulent voir les choses de leurs propres yeux, hein, et vraiment, je vous incite de toute façon à regarder les choses par vos propres yeux, de vous faire votre propre opinion et de pas s'arrêter à ce que je vous raconte. Alors il y a plein de documents qui ont été publiés, qui sont issus de la documentation interne de Twitter, je vous ai mis les liens, mais il y a aussi beaucoup d'auditions parlementaires. Beaucoup d'auditions parlementaires, et elles sont toujours en cours, parce qu'évidemment, quand on atteint au premier amendement aux États-Unis, ça rigole pas du tout, hein. Donc il y a eu un branle-bas de combat juridique et politique, et qui est passé par beaucoup d'auditions parlementaires. Et c'est totalement désarmant. C'est souvent désarmant, les auditions parlementaires, et quand elles sont bien menées, c'est parfois même terrifiant. Je ne sais pas si vous avez vu les auditions parlementaires sur le nucléaire en France, mais c'est affolant, absolument affolant, et c'est un très beau travail démocratique de la part du Parlement français que d'avoir fait ces auditions, de les avoir menées avec une telle qualité et avec autant de persévérance. Et on a un travail fourni par le Parlement français qui est remarquable et qui éclaire la politique énergétique française de ces 15-20 dernières années de façon pas inédite, hein, on pouvait déjà, mais en tout cas, c'est vraiment à l'honneur de la démocratie française d'avoir fait ce travail-là. Et ben les Américains, de leur côté, ils sont en train de faire un travail similaire autour des Twitter, à partir des Twitter Files, autour de la façon dont les big tech, c'est pas du tout limité à Twitter, hein, ça évidemment inclut Facebook, ont interféré avec l'opinion publique américaine. Et ça passe par l'audition de tout un tas de responsables, et ça va passer, n'en doutez pas une seconde, probablement par l'incarcération de tout un tas de responsables de Twitter. Il est fort vraisemblable que Jack Dorsey termine en prison. Il est fort vraisemblable que Yoel Roth termine en prison. Alors lui, pour deux raisons. Yoel Roth, c'est le grand patron de la modération de chez Twitter. Il va terminer en prison pour deux raisons distinctes. La première, c'est qu'il il a porté atteinte au premier amendement, enfin il a servi de relais au premier amendement, il a menti à plusieurs reprises, mais pas dans des proportions aussi graves que Jack Dorsey, parce que Jack Dorsey, il a menti sous serment en 2018 en affirmant que le shadow banning n'existait pas. Or, mentir sous serment aux États-Unis, c'est très grave. C'est pas grave en France, hein, mais il y a plein de politiques et de chefs d'entreprise qui ont menti sous serment dans des auditions parlementaires en France. C'est monnaie courante, ça n'a aucune conséquence. Mais aux États-Unis, c'est super grave. La justice là-bas, elle est indépendante et elle est sans pitié avec les gens qui mentent. C'est des protestants, il faut comprendre. C'est une autre culture. Et ça aura des conséquences cataclysmiques pour Jack Dorsey. Yoel Roth, il est dans la merde pour enfin pour les mêmes raisons. Il a aussi menti, mais pas sous serment, et il a pris des partis qui étaient extrêmement risqués avec la modération de Twitter, et il a fait sa thèse de doctorat sur le développement de l'identité sexuelle chez les adolescents queer LGBTQI+, et la façon dont le parcours d'adolescence des adolescents LGBTQI+, était difficile, spécifique par rapport à ceux qui ont la chance de naître hétéro-cisgenre, ce qui est vraiment la chose la plus simple qui soit, et que c'était un parcours compliqué, notamment dans l'éveil à la sexualité. Et que tout ça pouvait passer par l'usage des réseaux sociaux, de trucs de type Grindr et compagnie. Il a fait sa thèse de doctorat là-dessus. Il est lui-même queer. Et c'est un travail qui objectivement est intéressant, je l'ai lu. Le problème, c'est qu'une fois arrivé au poste de grand gourou de la modération chez Twitter, il a facilité, pour ne pas dire incité, l'usage de Twitter chez ces mêmes communautés LGBTQI+, adolescents, de Twitter comme un truc pour aller draguer. Et ça a eu des dérives compliquées, on va dire, pour rester poli. La première dérive compliquée, c'est que si vous draguez, et j'imagine que je vous apprends rien vu votre âge,
euh, une grande partie de cette drague va passer par de l'autoproduction pornographique. Pour parler clair, hein, des photos de cul qu'on s'envoie entre gens qui se draguent ou gens qui couchent ensemble et qui perpétuent à travers les réseaux sociaux une relation sexuelle à travers de l'imagerie autoproduite. J'imagine que vous voyez tous de quoi je parle. C'était une pratique assez courante dans ces communautés-là sur Twitter, au point que il y a 2 ans, Twitter étant chroniquement déficitaire, il y a eu un projet interne chez Twitter qui consistait à se dire, et j'imagine que vous savez tous ce qu'est OnlyFans ou MyFans, qui sont ceux et celles qui ne savent pas, c'est des plateformes dans lesquelles les acteurs de porno, ou tout un chacun, peut produire sa propre pornographie et le proposer à la vente. Et ces plateformes génèrent des milliards de dollars. Et on provoquait d'ailleurs un shift très intéressant dans l'économie du porno qui fait que les productrices, notamment les femmes dans le monde du porno qui avaient déjà pris le pouvoir dans l'industrie de la production du porno depuis déjà plus de 10 ans, et ben là, elles ont encore plus pris le pouvoir parce que c'est carrément les actrices qui récupèrent l'essentiel des revenus. Et donc on a vu des actrices de porno avec des revenus complètement fous, des dizaines de millions de dollars. Là où auparavant, souvenez-vous, je pense pas, mais il y a 15-20 ans, les actrices de porno étaient vraiment totalement exploitées, payées une misère pour faire des passes filmées. Là aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise qui gagnent des dizaines de millions de dollars et qui dirigent complètement leur propre business en s'autoproduisant. Alors ça a un côté rigolo pour ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces plateformes qui ont renversé cette tendance, la plus connue étant OnlyFans, elles génèrent leurs leads essentiellement sur Twitter. Et donc sans Twitter, elles n'ont plus d'outils marketing. Et à un moment, il y a 2 ans, bien avant qu'Elon Musk n'arrive, Twitter, ils se sont dit, attendez les gars, on est en déficit chronique, et là, on a OnlyFans qui fait 1 milliard de dollars par an, juste sur notre dos. Alors qu'on a une plateforme de hosting vidéo, nous aussi. Donc on va faire notre propre OnlyFans, de façon à ce que ce milliard de dollars, il aille dans notre caisse, parce qu'on en a bien besoin. Et donc ils ont commencé à travailler sur un projet OnlyFans interne à Twitter, qui a explosé en vol. Et il a explosé en vol parce que Yoel Roth, c'est bien gentil de prôner la liberté sexuelle chez les adolescents LGBTQI+, et le fait de draguer avant l'âge de 18 ans, et on peut se comprendre, hein, j'imagine que vous n'avez pas attendu 18 ans pour découvrir la sexualité, mais ça a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que vous vous heurtez à tout un tas de gens qui sont un peu coincés du cul et qui considèrent que vous ne devriez pas aborder la sexualité avant 18 ans, et il y en a plus aux États-Unis qu'en France, hein. Mais le principal inconvénient, pour être tout à fait honnête, c'est que le fait de autoproduire autant d'imagerie pornographique quand vous êtes mineur, ça va attirer vers vous des gens qui sont franchement pas recommandables, qui s'appellent des pédophiles. Et c'est ce qui s'était passé. Twitter était devenu un nid à pédophiles entre des adolescents, on va pas dire innocents parce que pour le coup ça serait pas approprié, mais en tout cas qui étaient dans leur plan drague cul propre à leur âge et qui autoproduisaient du cul et l'échangeaient à qui l'on voulait, et des pédophiles qui jouaient aux adolescents de façon à récupérer cette autoproduction de cul et à commencer à draguer des gamins en se faisant passer la plupart du temps pour eux-mêmes des enfants. C'était ça Twitter. Et c'était un nid à pédophiles qui trouvait là-dedans matière à s'émouvoir. Et ça, Elon Musk les a éradiqués dans la première semaine de sa prise de pouvoir. Littéralement éradiqués. Pour 2 raisons. D'abord, il est effectivement beaucoup plus proche des milieux d'extrême droite américains qui étaient les seuls à dénoncer cette situation. Les autres fermaient les yeux. Et ensuite, il avait vraiment besoin d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires complémentaire, parce qu'il avait lourdement endetté l'entreprise, il voyait les annonceurs qui se barraient en courant, donc il était absolument impératif de faire de l'argent partout où il pouvait faire de l'argent. Et ça révèle quand même un côté un peu obscur de Twitter, qui était aussi passé sous silence, avec des choses qui sont pas... C'est pas comme si Yoel Roth avait incité à la pédophilie, hein, mais il a très mal géré ses effets de bord, et ça aux États-Unis, c'est prison directe. Mais vraiment prison directe. Les Américains, contrairement aux Français, ils sont sans pitié sur les pédophiles, hein. Ça rigole pas du tout. Il n'y a aucune tolérance avec ces choses-là. Absolument aucune tolérance. Et ça fait partie des 1000 histoires qu'on peut trouver dans les Twitter Files. Euh, il nous reste un quart d'heure. Est-ce que l'un d'entre vous a un point qu'il voudrait éclairer en particulier? Alors, si on écoute les annonces d'Elon Musk,
il veut rééquilibrer la modération, il veut faire en sorte que on passe d'une modération qui modérait quasi exclusivement l'extrême droite et qui laissait un blanc-seing à l'extrême gauche, sachant qu'aux États-Unis comme en France, ils sont dans la même situation, il n'y a plus vraiment de... Enfin, il y a un parti du centre qui est un peu l'équivalent de chez nous, la Macronie, mais le gros de l'opinion publique est divisé entre l'extrême droite et l'extrême gauche, avec une répartition qui est assez similaire à la nôtre, hein, un tiers à l'extrême droite, un tiers à l'extrême gauche et un tiers au milieu. Même si il ne faut pas faire de raccourcis trop rapides, hein, c'est pas les mêmes logiques politiques, c'est pas la même politique, et il serait idiot de projeter notre extrême droite sur leur extrême droite, notre extrême gauche sur leur extrême gauche, et notre centre sur leur centre. Malgré tout, c'est un peu ils sont un peu écartelés de la même façon que nous le sommes en France. Et le biais de modération avant Elon Musk était très clairement exclusivement sur l'extrême droite. Largement, largement censuré. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fini par péter les plombs et faire ce numéro totalement ridicule de coup d'État façon Village People, visite touristique au Capitole. C'est aussi parce que c'est des gens qui pendant des années ont été censurés et mis sous pression. L'objectif de Musk, c'est de censurer de façon équitable l'extrême gauche et l'extrême droite, de façon à ce que tout le monde soit frustré de façon équivalente. Ça a l'air de marcher. Le problème, c'est que les seules métriques qu'on a pour juger, c'est les métriques de est-ce que vous faites confiance à Twitter, rattaché à est-ce que vous êtes républicain ou démocrate. Et effectivement, on est passé de sondages qui montrent que les démocrates hier faisaient super confiance à Twitter et les républicains pas du tout, à des sondages aujourd'hui qui montrent que les républicains et les démocrates font à peu près autant confiance à Twitter, mais beaucoup moins que les démocrates ne faisaient confiance à Twitter il y a 2 ans. Donc visiblement, le niveau de frustration et le niveau de confiance, qui sont son corollaire, sont équivalents aujourd'hui entre l'extrême gauche et l'extrême droite américaine. Donc là-dessus, il a plutôt réussi son coup. Mais c'est clair qu'il a complètement changé la modération. En France, c'est encore moins visible. Typiquement en France, si vous affirmez un truc comme les femmes ont des vagins, en France, vous pouvez encore voir votre tweet sauter, votre compte sauter. C'est arrivé à Marguerite Stern, typiquement. Et la justification qu'utilisera Twitter pour faire sauter votre compte, c'est que vos propos sont contraires à la loi française. Alors je vous mets au défi de trouver quoi que ce soit dans la loi française qui rende ces propos interdits, mais toujours est-il que c'est la loi imposée par Twitter. Et c'était la loi imposée par Twitter il y a encore peu de temps aux États-Unis. Ça, c'est terminé. C'est absolument terminé parce qu'il n'y a rien dans la loi française qui interdit de dire que les femmes ont un vagin. C'est une opinion comme une autre et que ça n'est pas censurable par la loi française en tant que telle, même si ça peut choquer plein de monde. Hier, c'était systématiquement censuré. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et vous allez trouver tout un tas de choses qui étaient censurées hier et qui ne le sont plus, y compris plein de choses choquantes. Hein. Et inversement, vous allez trouver des choses qui n'étaient pas du tout censurées dans l'extrême gauche américaine comme française et qui commencent à l'être. Donc il y a un rééquilibrage en cours et c'était l'une des intentions de Twitter, d'Elon Musk. L'autre intention d'Elon Musk, c'est de faire évoluer d'un point de vue fonctionnel l'application pour en faire une espèce de couteau suisse façon WeChat. Les applications chinoises servent à faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez dans une seule et même application avoir à la fois Uber, Deliveroo, WhatsApp, votre application de gestion de comptabilité, votre wallet crypto, tout et n'importe quoi dans une seule et même grosse application. Les Chinois ont ce type d'application, ça correspond au mindset chinois et plus généralement asiatique de la façon d'utiliser une application mobile, alors que le mindset occidental vis-à-vis du smartphone est finalement beaucoup plus une extrapolation de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on a un système d'exploitation, Android ou iOS, et puis on fait tourner une multitude d'applications qui chacune remplissent une tâche assez précise. Messagerie, commande de repas, commande de taxi, qui sont des applications distinctes. Les Chinois, ils ont des packages intégrés, et l'une des visions d'Elon Musk, c'est d'arriver à faire de Twitter une application intégrée qui fait tout et absolument n'importe quoi. Évidemment, sa principale visée, c'est la crypto. C'est de faire en sorte, et c'est pas pour rien que Binance est l'un des actionnaires de Twitter à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que Twitter soit une voie d'accès vers un portefeuille crypto, des produits d'investissement crypto, et puis évidemment l'info crypto, mais ça c'est déjà le cas, hein, l'info crypto elle est sur Twitter, donc si vous êtes un trader, vous êtes sur Twitter parce que c'est là que ça se passe.
Et ça pourrait transformer Twitter en l'une des plus grosses banques de guichets de la planète. C'était l'une des intentions, souvenez-vous, de Facebook il y a 3 ou 4 ans, où il voulait carrément lancer sa propre monnaie. On peut tout à fait imaginer que Twitter, à terme, lance sa propre monnaie. Ça n'a rien de délirant. Ça rendrait ces big tech des véritables concurrents des États, parce que la monnaie dans le genre souverain, ça se pose là. Ça pourrait être dans les cartons de Twitter. Ce qui est clairement dans les cartons, c'est l'application qui est à tout faire et le wallet. Et puis enfin, dans les promesses d'Elon Musk, il y avait l'ouverture du code. Et ça a commencé. Et puis il y avait la possibilité éventuellement d'utiliser son propre algorithme. Évidemment, il faut que vous sachiez en produire un. Ou d'utiliser des algorithmes proposés par des tiers. On n'en est pas là, mais ça pourrait venir. Et puis enfin, il y a cette histoire de Twitter Blue, la petite pastille bleue, qui est un bordel sans nom dans lequel on est en plein. Donc c'est difficile de tirer des conclusions à ce stade parce que le bordel est en cours. Et ça, pour le coup, c'est un immense bordel qui oscille entre le fait que il va falloir que ces réseaux sociaux aient ce qu'on appelle un KYC, c'est-à-dire une procédure certifiée, normée de validation d'identité. C'est quelque chose qu'une banque va faire vis-à-vis de vous si vous ouvrez un compte en banque. Elle va s'assurer que vous êtes bien vous. Elle va s'assurer que vous ne trichez pas sur votre identité. Et c'est très procédural. L'intérêt, c'est que derrière, je peux vous ouvrir un compte en banque. Donc, c'est tout à fait intéressant pour Facebook et Twitter aussi. Je peux vous ouvrir un compte en banque. Je peux tout à fait envisager de vous permettre de vous connecter sur des sites officiels avec votre identité Twitter si j'ai certifié votre identité. Donc, ça ouvre la voie à beaucoup de choses, mais c'est un processus chiant et coûteux. Et pour l'instant, ni Twitter ni Facebook ne vont dans cette voie, mais ils seront obligés d'y aller à un moment ou à un autre. Ce qui remplaçait ça, c'était pendant les 15 dernières années la fameuse pastille bleue de Twitter, que seule une petite élite obtenait. On était plusieurs centaines de milliers sur Terre à avoir cette pastille bleue. Hein. Donc c'était vraiment une petite élite par rapport aux centaines de millions d'utilisateurs de Twitter. C'était du 0,1% qui avait droit à sa pastille bleue. Et personne ne savait très clairement comment obtenir cette pastille bleue. Ça a longtemps été vraiment le fait du roi. Moi, je l'ai eu en 2010, à une époque très reculée maintenant, tout simplement parce que j'étais impliqué dans le printemps arabe et que j'avais face à moi des psyops, que Twitter, avec qui j'avais une relation à l'époque, c'était une petite boîte, et Facebook, du reste, m'avaient attribué l'équivalent d'une pastille bleue pour Facebook et une pastille bleue pour Twitter, parce que j'avais en face de moi des trucs qui essayaient de faire sauter mon compte, qu'ils avaient bien vu qu'il y avait un problème et que je collaborais avec eux à l'époque pour leur expliquer ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai obtenu ma pastille bleue. Mais pour le reste, bon, mis à part être une star internationale où on obtenait facilement sa pastille bleue, pour tout un chacun, c'était complètement arbitraire. C'était vraiment le fait du roi qui décidait que voilà, un tel et un tel avaient rentré dans cette espèce d'aristocratie de la pastille bleue. Ça s'est un peu libéralisé un an avant l'arrivée d'Elon Musk, où il y avait un début de procédure où n'importe quel journaliste, ou presque, pouvait, avec un peu de paperasserie, avoir sa certification et sa pastille bleue. Et puis là, comme Musk a l'intention de taper un grand coup dans la gueule de la presse, et que c'est quand même un signe distinctif de la presse et de la nomenclatura politique, la pastille bleue, il a commencé à faire jouer avec, et dans un premier temps à dire n'importe qui avec 8 dollars peut avoir la pastille bleue, égalité pour tous. L'argument égalitariste a pas vraiment pris, d'une part parce qu'il a été mal vendu, d'autre part parce qu'il aurait pu prendre chez les progressistes qui auraient vu là un progrès. Sauf qu'ils étaient à fond contre Elon Musk, donc ils ne pouvaient pas se permettre de voir quoi que ce soit de bien venant d'Elon Musk. Ça a été, c'est toujours un immense bordel, on ne sait toujours pas où ça va. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en parlais hier soir avec un ami sur Twitter, et il se trouve qu'on a vécu le temps d'une heure où durant laquelle la conversation s'est déroulée. Et mon statut à moi a changé 2 fois. J'ai été tour à tour. Cet individu est certifié parce qu'il est, il est connu et de notoriété publique, ou parce qu'il a un compte premium. Il faut savoir que j'ai un compte premium aussi. J'ai acheté un compte premium. Et puis pendant presque une demi-heure, j'ai eu comme explication de ma pastille bleue, quand on survole la pastille bleue sur mon profil, cet individu est connu parce qu'il est notoire et parce qu'il a obtenu une pastille bleue bien avant que... J'ai plus la formulation exacte, mais vous pourrez le retrouver sur mon compte Twitter, je vous partagerai le tweet. Mais quelque chose qui établissait clairement le fait que j'étais pastille bleue parce que j'étais là depuis très longtemps, que j'étais quelqu'un de connu.
pour repasser en fin de journée, en fin de soirée, sur une autre explication de la pastille bleue qui consiste à dire bah on ne sait pas très bien si c'est un compte premium ou si c'est quelqu'un de connu, mais toujours est-il qu'elle a une pastille bleue pour l'une ou l'autre de ces raisons. C'est vous dire le bordel actuel. Parfois le message était en français, parfois en anglais. Donc on est vraiment sur un immense bordel, et il faut reconnaître quand même que Twitter et les développements informatiques de Twitter en ce moment laissent avoir un bordel monstrueux en interne, et une méthode de travail pour le développement et la mise en ligne des nouvelles fonctionnalités de Twitter qui est très 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 bordélique, et qu'il est beaucoup beaucoup plus que ça n'était auparavant. Donc voilà, on a fait un petit tour des Twitter files. Je vous incite vraiment à vous attarder sur la théorie conspi de Clinton, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une vraie belle théorie conspi qui n'émane pas du camp du mal. Celle-là, elle émane du camp du bien. Et donc, elle est très intéressante parce qu'elle met en lumière les failles de tous les mécanismes que nous avons mis en place, aussi bien aux États-Unis qu'en France, pour lutter contre les théories conspi. Et qui sont en fait des mécanismes qui ne sont pas du tout là pour lutter contre les théories conspi, ils sont là pour lutter contre un camp politique, sous prétexte de théorie conspi. Et c'est justement parce qu'on a une vraie belle théorie conspi, indiscutablement une théorie conspi, qui vient du camp du bien, qu'on peut mettre en lumière en quoi tous ces mécanismes de lutte contre les théories conspi et les fake news sont totalement déficients parce qu'ils ne sont pas du tout là pour ça. Ils sont vraiment là avec une finalité politique, et c'est parce qu'ils ont été mis en échec et maître par la théorie conspi de Clinton et la fameuse Golden Shower, qui est vraiment fantastique en termes d'imagerie, qu'on a cette opportunité de regarder ça en face et probablement de réfléchir à la suite, parce qu'il va nous falloir une suite. Hein. On va être obligé de continuer cette lutte contre les fake news et les théories conspi, sinon on va crever en tant que démocratie. Hein. Et déjà que la situation est délicate, si on ne trouve pas une alternative aux remèdes actuels qui sont en train de faire faillite, on est très 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 mal. Alors pour ce qui est de Twitter, vous avez vu le bordel, mais ça éclaire essentiellement la situation américaine. Et il faut se garder de se dire, ok, maintenant que je comprends ce qui s'est passé aux États-Unis, je vais tout extrapoler sur la France. C'est certainement beaucoup plus complexe que ça. Il y a eu des bidouilles sur la France, il n'y a aucun doute. Hein. Des censures arbitraires, une collusion des politiques. Il y a assez peu de doute qu'il y a eu tout ça. On a des traces de collusion des politiques avec les big tech et notamment Twitter qui remontent à Bernard Cazeneuve. C'est dire si ça date pas d'hier. Mais de là à dire que voilà, c'est comme ça que ça s'est passé avec le FBI, donc en France ça s'est passé comme ça, non, certainement pas. Il y a forcément une adaptation. C'est pas évident du tout qu'on le sache parce que Damien Viel, qui était le patron France de Twitter, avait fait partie des premiers à se barrer de Twitter quand Musk est parti. Il dira rien, hein, c'est un politique. De mémoire, je crois que Damien, il était dans le cabinet de Sarkozy. Je peux me tromper, ça à vérifier. Euh, donc c'est un politique, il ne va pas se mettre à balancer. Et on ne saura vraisemblablement jamais exactement ce qui s'est passé en France, parce que pour revenir à notre ami Thierry Breton, Thierry Breton, il a débarqué chez Tesla il y a de ça 9 mois, 10 mois, quand les intentions de Musk étaient claires, mais qu'il n'avait pas encore acheté Twitter. Et il a passé un long moment avec ses équipes pour parler du DSA, qui à l'époque était en rédaction. Et on ne sait pas très bien ce qu'ils se sont dit, hein. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des relations suivies entre les équipes de Musk et les équipes de Thierry Breton. Et il y a eu une première rencontre qui a initié ce travail qui remonte à vraiment 9-10 mois. Et qu'à l'issue de cette première rencontre, Musk et Breton sont sortis de la salle de réunion et ont fait une déclaration commune dans laquelle Musk disait tout le bien qu'il pensait du DSA, dans lequel Musk disait qu'il pensait que ce règlement était une très bonne chose, qu'il était en parfait accord avec ce règlement, et qu'il avait l'intention ferme de s'y conformer. Et derrière ça, Thierry Breton rajoutait, je ne sais plus très bien ce qu'il racontait, mais grosso modo, il disait je suis ravi de la situation, ça tombe bien parce que je préfère qu'elle soit comme ça. À l'époque, personne ne savait très bien ce que Musk allait faire. Musk était considéré comme quelqu'un de très bien, de très sympathique, enfin de sympathique peut-être pas, mais en tout cas de progressiste, qui apportait des voitures électriques, qui œuvrait pour un monde sans carbone et qui était quelque chose de très très positif, qui faisait les voitures les plus funky qui soient. On n'était pas du tout dans la phase actuelle où Musk est un néo-nazi qui veut tous notre mort.
Et puis ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé, et on s'est aperçu après de ce qu'était le shadowban. Or, il se trouve que le shadowban est strictement interdit par le DSA. Tout ce qui est modération algorithmique est totalement interdit. On est obligé, je vous fais le DSA de façon simplifiée, hein, c'est plus subtil que ça, mais grosso modo, le DSA impose une modération humaine. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que il y a 2-3 ans, Zuckerberg essayait de faire croire aux politiques français, mais pas que français, que l'intelligence artificielle allait gérer la modération et que dormez bien, braves gens, tout va bien. Jusqu'au moment où les Facebook Files ont révélé qu'en interne, les plus gros experts de l'intelligence artificielle de chez Facebook estimaient que s'ils arrivaient à choper 5% des contenus problématiques avec une intelligence artificielle, ça serait déjà vachement bien. Mais que les 95 autres pourcents, il allait le faire à la main. Donc, bon, le politique est pas idiot, hein, il est comme vous et moi, il sait très bien qu'on lui ment. Du coup, bah, le DSA avait tendance à insister sur les ressources humaines à mettre au regard de la modération. Le coup de génie d'Elon Musk est d'avoir crowdsourcé ces ressources humaines de façon à diminuer les coûts. Euh, L'inconnu, c'est est-ce qu'il a mis au courant Thierry Breton du shadow banning à l'époque, au tout début de leur réunion. C'est pas évident, on ne sait pas. Et vu la façon dont Breton, comme Macron, quand le DSA est arrivé enfin pas en application, mais quand le texte a été publié, c'est-à-dire 6 mois après les premiers rendez-vous de travail entre Breton et Musk, ont réinsisté à nouveau comme des gros relous, façon maître d'école, en disant attention Twitter, hein, il va falloir respecter le DSA, alors que Musk s'y était engagé publiquement et de façon claire 6 mois auparavant. Moi, ça me fait dire, mais c'est une pure théorie conspi, que en fait, ils se sont fait niquer par Musk, pardonnez-moi l'expression, et que Musk les avait pas du tout avertis du shadowban, et les avait pas du tout avertis que non seulement Twitter pratiquait le shadowban, ce qui était absolument pas compatible avec le DSA, mais que Facebook aussi utilisait le shadowban, et que leur putain de règlement allait foutre un barouf monstrueux dans le monde des réseaux sociaux, et peut-être pousser Facebook vers, si ce n'est la faillite, du moins beaucoup moins de profit, et donc une puissance financière infiniment moindre. C'est une pure théorie de ma part, hein. C'est une théorie continue. Il est possible que Musk ait été parfaitement honnête avec Thierry Breton et Emmanuel Macron, et qu'il leur ait expliqué le shadowban, et que le DSA a été écrit de façon justement à lutter contre le méchant shadowban. On ne sait pas. On ne sait absolument pas. Ce qui rend l'histoire amusante, ceci dit. Alors, Elon Musk, c'est un troll. Il ne faut pas perdre ça de vue. Dans sa communication, c'est un troll. Un troll, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, hein. C'est-à-dire qu'il va avoir un talent avéré pour la provoque, et il va doubler ça d'un talent avéré pour utiliser des codes de sous-culture internet extrêmement pointus, qui vont pas nécessairement vous dépasser, vous, à votre âge, mais qui par contre vont dépasser l'establishment, la plupart des journalistes. Quand il fait un mème, la plupart des gens se raccrochent aux branches, essayent d'interpréter, mais au final, bah, ils connaissent pas les mêmes, donc ils peuvent pas comprendre soit la subtilité du message, soit la façon dont ils se foutent de leur gueule. Et donc Elon Musk demande systématiquement à être décodé à travers ces prismes de lecture qui incluent les sous-cultures d'Internet contemporaine. C'est dire si sa communication finalement s'adresse en large partie à soit ses fans, qui sont issus également de cette culture, je pense notamment au milieu des Crypto Boys, soit à des gens comme moi qui connaissent ces cultures parce qu'ils les étudient, qui connaissent, qui peuvent regarder le code, qui peuvent comprendre des allusions super pointues à des trucs techniques. Et donc, il y a très peu de gens qui sont capables de comprendre tel quel qu'Elon Musk, et surtout, il n'y a quasiment aucun journaliste. Parce qu'ils n'ont pas les codes, hein. Indépendamment du fait qu'ils n'aiment pas et qu'ils sont dans une lutte à mort avec lui, ils n'ont pas les codes pour le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans The Bird is Freed? Bah rien, il fallait lire, en fait, parce que c'était accompagné d'un autre message beaucoup plus institutionnel, qu'il a d'ailleurs répété aux côtés de Thierry Breton, et pas que, qui disait je suis pour la liberté d'expression en conformité avec les lois locales. Et là, on est sur un message clair et net. Il est pour la liberté d'expression en conformité avec les droits locaux. Donc le droit local aux États-Unis, c'est le premier amendement. Le droit local en France, bah, c'est plus de 200 lois qui contingentent ta liberté d'expression que tu ignores pour l'essentiel. Enfin, tu en connais 2-3, hein. Tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir des propos antisémites, tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir des propos racistes, tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir des propos sexistes, tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir des propos homophobes. Et puis tu vas commencer à caler parce que tu es quand même très très loin, là on est à 4, et tu es très loin des 200, et je t'affirme qu'il y a 200 lois qui contingentent ta liberté d'expression.
Donc tu es déjà plus dans un territoire un peu flou en France. Ouais. Est-ce que dire les femmes ont un vagin, c'est permis ou pas permis? C'est pas permis, hein. Mais ça, enfin, c'est permis, mais c'est pas très clair. Et puis évidemment, si tu es en Arabie Saoudite, hein, imaginons que tu sois un citoyen saoudien, eh ben, elle est beaucoup, beaucoup plus contingentée. Ta liberté d'expression, tu en as pour ainsi dire pas du tout. Et tu peux aller en tôle si jamais tu dis que les Qataris sont des gens sympathiques. Et si tu es une femme, tu peux aller en tôle parce que tu as ouvert ta gueule. Donc c'est plus radical encore. Et c'est ça, la liberté d'expression qu'apprenait Musk. De façon super claire, hein, vraiment. Il ne pouvait pas être plus explicite. Il a écrit en toutes lettres dans un tweet et il a répété face à un politique international, je suis pour la liberté d'expression sur Twitter, conformément aux lois locales. Et ce message a été véhiculé par la presse comme étant Musk est pour la liberté d'expression absolutiste. Il veut imposer la liberté d'expression absolue partout aux quatre coins de la Terre. Ce qui, pour des vieux comme moi, est à mourir de rire, parce que c'est précisément ce qu'a fait Hillary Clinton en 2009 en Iran, de façon à favoriser la révolution iranienne, la révolution verte iranienne de l'époque. Mais c'est pas du tout l'intention de Musk, c'est une énorme fake news qui s'est répandue comme une traînée de poudre et dans lequel on plongeait quasiment toute la presse. Je parle de la presse française, hein. Parce que la liberté d'expression absolue, ça fait plus ou moins peur selon les pays, hein. Mais en France, ça fait très très peur. Très peur. Parce que, bah, apparemment, c'est pas compatible avec la démocratie telle qu'on la voit en France. Qui n'est pas un sujet d'ailleurs qui est particulièrement discuté. Et ça mériterait quand même d'être discuté parce que ça pose question quand même comme parti pris. Et c'est à l'opposé de la vision américaine, en tout cas la vision qui jusqu'ici prévalait aux États-Unis. Et voilà, c'est ça qu'a voulu dire Musk. Musk a voulu dire en fait que la liberté d'expression c'est fini et en fait il va falloir que tu te conformes aux lois locales et que tu obéisses à tes lois locales. Et il a même rajouté dans un second tweet, et si t'es pas content avec ça, eh ben tu vas voir ton élu, tu vas voir tes législateurs locaux, mais tu viens pas me faire chier. Enfin, il était plus poli que ça, hein, mais grosso modo c'était l'idée. C'était venez pas me faire chier avec votre liberté d'expression, si vous avez un problème, allez voir vos représentants en ligne. C'est étonnant comme le message a été déformé, hein. Parce que je te garantis, je peux te retrouver les tweets, je te garantis que c'était ça le message de Musk. Au sujet de cette femme qui a traité Macron d'ordure et qui s'est retrouvée en garde à vue, alors d'un point de vue juridique, ça va pas aller très loin hein, parce qu'on ne va pas la mettre en prison. On va juste la faire chier avec une garde à vue, un procès, elle va devoir prendre un avocat, ça va lui coûter, sauf que le fera une cadeau de Litchi qui lui paiera son truc, mais disons que ça va lui pourrir un peu la vie pendant un certain temps. L'objectif, c'était qu'elle ferme sa gueule et surtout que les autres ferment leur gueule. C'est totalement raté parce qu'évidemment tout le monde s'est mis à traiter Macron d'ordure sur Twitter et qu'à partir du moment où une infraction est faite par des millions de personnes, ça va devenir compliqué de les sanctionner, hein. C'est un peu comme Adopi. Donc à la base, c'est une erreur tactique en termes de guerre informationnelle de la préfecture de je sais plus où, qui a cru bon de déposer plainte et d'aller cueillir cette fille pour l'amener en garde à vue. Mais c'est une mesure d'intimidation, objectivement, par rapport à lui crever un œil, sincèrement, c'est plutôt soft, hein. Donc, on ne va pas non plus se plaindre. On est de toute façon face à une régression démocratique, hein, ça ne vous aura pas échappé. Encore une fois, elle aurait pu se faire crever un œil. Bon. Elle ne risque vraiment rien, elle n'a aucune chance de terminer en tôle, elle va juste se faire emmerder. Et je pense que ça dissuadera une future préfecture de recommencer le truc, vu le buzz que ça a fait. Et la prise de conscience, chez pas mal de journalistes qui avaient un gros problème. Là-dessus, c'était vraiment une erreur stratégique majeure de la préfecture. Ensuite, pour ce qui est de la régulation de ces GAFAM, il faut bien comprendre que si tu prends Facebook, tu as 2 milliards d'utilisateurs. Donc la puissance de la modération, bah, souvenez-vous, la semaine dernière, on a regardé la Chine. La Chine, pour modérer la moitié, ils n'ont même pas 1 milliard d'utilisateurs de réseaux sociaux, la Chine, hein, et ça doit être dans les 800 millions. Ils ont déjà quelque chose qui oscille entre un demi-million et 1 million d'employés pour modérer ça. C'est pas possible que Facebook ait 1 million d'employés. En termes de masse salariale, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Donc on est sur une impossibilité économique de la part de ces géants du numérique d'acheter une modération humaine à la hauteur de la masse de personnes à modérer. Et encore, hein, modérer des Chinois qui ont peur, eux, de se retrouver vraiment en tôle ou dans des camps s'ils disent une connerie, par rapport à modérer des Occidentaux qui ont un rapport beaucoup plus effronté avec l'autorité et le pouvoir,
on peut imaginer quand même que ça demande encore plus de puissance de modération par rapport à ce que la Chine déploie. Donc on est devant une impossibilité financière. Le modèle économique de ces réseaux sociaux ne permet pas de payer des forces de modération en quantité suffisante. C'est pas possible. La seule solution, c'est d'augmenter de façon considérable les revenus de ces plateformes. C'est ce qu'a fait Twitter et Facebook en proposant des formules premium. Alors, c'est pas connu du tout, mais Facebook a aussi proposé une formule premium. Tout le monde parle de celle de Twitter, mais c'est pas un hasard si Facebook a proposé une formule premium. C'est que eux aussi, ils avaient du shadow ban et que eux aussi vont être obligés de l'abandonner à cause du DSA. Et donc, ils sont en train de se creuser la tête pour trouver l'alternative et la suite post-DSA. Et puis, l'ami Musk, lui, qui est vraisemblablement le mec qui a provoqué toute cette catastrophe en termes de révélation du shadow ban et de conséquences sur les masses salariales de modérateurs pour les réseaux sociaux, et ben lui, il a trouvé un système qui permettait de crowdsourcer. C'est-à-dire qu'il ne va pas engager qui que ce soit, il va juste faire en sorte que si moi, je mute votre compte qui venait me faire chier sur Twitter, ou si pire encore, je le bloque, ou si je le signale à la modération de Twitter, et ben votre visibilité à vous va être affectée. Et le plus drôle, c'est qu'elle va être d'autant plus affectée que je suis compte premium. Donc j'aurai une capacité en tant que compte premium. Prenez compte premium comme bourgeois, parce que si j'ai un compte premium, c'est que j'ai les moyens de me payer un compte premium à 8$ par mois. Alors que vous êtes étudiant, 8$ par mois, vous avez mieux à faire avec 8$ par mois. Donc moi je suis un bourgeois. J'étais un aristocrate, avant j'avais une pastille bleue, c'était une forme de particule, j'étais un aristocrate. Là je suis passé dans la bourgeoisie. C'est mieux que de terminer prolo, hein, mais c'est quand même c'est une certaine forme de déchéance en ce qui me concerne. Et ben malgré tout, en tant que bourgeois, avec les nouvelles directives de Twitter, j'ai une capacité à vous faire fermer votre gueule, c'est-à-dire à vous invisibiliser parce que je vous ai signalé, parce que je vous ai bloqué, parce que je vous ai muté, qui est bien supérieur au prolo qui va faire la même chose. Ce qui est drôle, non? En matière de sciences politiques, j'entends. Hein. Bah, c'est ça la nouvelle modération de Twitter. Et ça laisse place ça remplace plus exactement la modération d'avant, qui était des milliers de gugus à San Francisco pour l'essentiel, qui décidaient de leur propre chef pour beaucoup, ou du fait de la culture d'entreprise de Twitter qui était très woke à l'époque, qu'ils allaient interdire tel type de propos ou tel autre type de propos de façon parfaitement obscure et arbitraire, et surtout dans le plus grand secret sans qu'on comprenne quoi que ce soit. C'est ça la grande transition de Twitter. Mon avis, et c'est pur, j'ai rien pour appuyer ça, pour l'instant on ne sait pas, mais je pense que le DSA a été écrit par des gens qui n'étaient pas du tout conscients de la façon dont fonctionnait la modération à l'époque où ils ont écrit ce texte, et à leur décharge, c'était pas clair du tout. Le shadow banning, on avait Jack Dorsey qui avait affirmé sous serment devant une commission d'enquête parlementaire en 2018 que c'était du pipeau, que ça n'existait pas. On avait quelques articles à droite à gauche qui évoquaient vaguement le truc, mais absolument pas dans ces détails, et sans évidemment révéler l'armée de modérateurs et surtout ces millions de scripts qui géraient les flux informationnels selon les idées politiques. Tout ça, c'était totalement secret. C'était un secret de polichinelle. Hein, tout le monde dans la Silicon Valley devait être au courant, mais en tout cas, aux yeux du législateur européen, c'était un secret. C'était même qualifié de théorie conspi par beaucoup. Et puis il se trouve que c'était une théorie conspi qui s'était avérée totalement exacte et que ça pose un énorme problème avec le DSA. Donc comment est-ce que le DSA va pouvoir se mettre en application? J'ai envie de vous dire que si on regarde le RGPD, il n'a jamais été vraiment mis en application. Hein. Il y a eu quelques grosses amendes données à des méchants iconiques qui soit abusaient totalement du truc, soit étaient des grands méchants officiels comme des GAFAM. Mais il y a très peu de sites de presse français qui respectent le RGPD. La plupart violent le RGPD. Il faut en être conscient. Et il n'y a aucune sanction. La CNIL ferme les yeux. Donc, on fait des belles lois, mais l'enjeu contemporain des démocraties européennes et de la démocratie française en particulier, c'est pas d'être capable de pondre des textes législatifs. C'est d'être capable de conserver un état de droit et d'être en mesure d'appliquer la loi dans le quotidien des Français. Ce qui n'est plus du tout le cas. Du tout le cas. Et c'est valable aussi bien pour le RGPD que pour le vol à l'étalage ou le fait d'incendier une voiture dans une banlieue. Ça n'a pas de conséquences juridiques parce qu'il n'y a plus vraiment d'appareil judiciaire en mesure de faire son travail.
totalement largués. Les États sont totalement largués. Alors, moi, j'ai un prisme déformant, hein, qui est que j'ai des relations assez proches avec beaucoup de gens qui sont issus de l'appareil d'État français, au sens large, hein, que ce soit le Parlement, euh, la haute fonction publique ou des ministres. Euh, c'est affolant à quel point ils sont largués. Affolant. Absolument affolant. Ils ne comprennent absolument rien. Et ils sont de toute façon entourés de gens qui ont la même culture qu'eux, hein, Sciences Po, HEC pour ne pas le nommer, qui eux-mêmes n'y comprennent absolument rien, mais qui sont extrêmement doués pour faire des pitchs et pour faire des jolies phrases. Moi le premier, hein, je suis très culture Sciences Po au final. Mais qui sont capables de faire de jolies phrases pour vous parler d'intelligence artificielle, de blockchain ou de n'importe quoi, sans y comprendre grand-chose. Et c'est pas très grave parce que ces jolies phrases sont faites pour raconter des jolies histoires à des gens qui eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose à la technologie. Donc tout ce petit monde navigue dans un immense brouillard. Et évidemment, quand il s'agit de réguler, bah, j'ai regardé de près la régulation crypto, et puis j'ai participé au Sénat et à l'Assemblée à tout un tas de réunions qui avaient pour ambition d'expliquer un peu la crypto à nos législateurs. C'est juste, c'est beaucoup trop ambitieux. Et donc forcément, les législations qui sortent de là sont au mieux fantasques. Parfois, il y a des trucs, le RGPD, c'est pas mal, hein. Mais la plupart du temps, c'est ridicule, parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Et au milieu de tout ça, vous avez à droite, à gauche, des politiques qui sont un peu plus intelligents, ou surtout, c'est pas une question d'intelligence, des politiques qui comprennent un peu plus la technologie. Breton en fait partie, hein, il est ingénieur à la base. Donc il a les moyens, il a les capacités intellectuelles de comprendre un sujet technique. Si Breton se penche sur la blockchain de façon sérieuse et concentrée, il peut comprendre ce que c'est qu'une blockchain. Alors qu'il y en a tout un tas d'autres qui n'ont pas du tout les bases qui leur permettent d'aborder le problème, hein. Ce qui ne les empêche pas d'être intelligents par ailleurs, hein, mais c'est juste qu'ils n'ont pas du tout les bases pour... si vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'une base de données, et que ça a toujours été un mot que vous avez manipulé comme ça, avec une vague idée de sa signification, bah vous êtes mal parti pour comprendre la blockchain, quoi, parce qu'il faut commencer par le commencement à un moment. Et c'est ça pour la plupart du personnel politique. Il doit y avoir 5 députés, tout au plus, aujourd'hui, c'est-à-dire grosso modo 1% des représentants élus de l'Assemblée nationale, qui sont capables de comprendre une blockchain, et qui vraiment savent ce que c'est. Pas en termes d'experts, hein, mais juste qui savent ce que c'est qu'un registre distribué, et qui savent faire la différence entre un registre et une base de données, et qui ont compris le pourquoi du comment et l'intérêt de la proof of work, et qui sont capables de comprendre l'intérêt, par exemple pour Ethereum, de passer du proof of work à proof of stake. Ce qui est un truc essentiel, hein, parce que ça a des conséquences sur le carbone considérables. Et donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre cette phrase que je viens de vous faire sur la blockchain, qui commence par base de données et qui termine par proof of stake, eh ben vous n'êtes pas capable de légiférer, hein. C'est pas très grave si vous n'êtes pas capable, parce que vous n'êtes pas du tout appelé à légiférer dans les médias. Mais si vous êtes législateur et que vous n'avez pas du tout compris cette phrase, c'est catastrophique. Catastrophique. Et évidemment, leur niveau d'incompréhension est le même aussi bien pour l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la blockchain, le métavers qui est une vaste blague, mais c'est un autre problème. Et donc du coup, ils ne sont pas capables du tout de légiférer. Et ils ont un autre problème qui est que la technologie avance de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, et c'est pas du tout compatible avec le rythme, qui est normal par ailleurs, du législateur, qui est qu'on ne peut pas non plus... Enfin, les lois, ça se fait pas par itération, en tout cas, c'est des itérations très très lentes, et que le système législatif, d'une façon générale, n'est plus en mesure de se saisir du progrès, vu la vitesse actuelle du progrès. La meilleure illustration étant ChatGPT, où on sent tous que ça va être un truc énorme qui va radicalement changer notre environnement, qu'il va absolument falloir encadrer, et les premières moutures de la loi qui encadre l'intelligence artificielle au niveau européen sont totalement risibles, totalement à côté de la plaque, ça passe parfaitement à côté du sujet.